Donc, on leur donne un peu les clés à notre créativité en leur à cause du Cloud Act, justement, parce que demain matin, s'ils voulaient, ils pourraient y avoir accès aux données. Ils ne sont pas souveraines. Donc, c'est un peu comme si je disais à mes enfants, j'ai caché du chocolat dans le frigidaire, je m'en vais à l'épicerie, mais touchez-y pas. Ouais, c'est ça. On vous fait confiance. Comme des doutes sur ce qui va arriver. Et pas seulement une technologie qui est, donc, là aussi, soit pour l'efficience, soit à beaucoup d'égards qui est en train de nous diviser énormément, qui est en train de créer des silos où on est chacun dans nos bulles, on n'est plus en relation les uns avec les autres, on ne parle plus à des gens avec qui on n'est pas d'accord, on reçoit des feeds qui sont filtrés pour renforcer constamment nos tunnels. Nos tunnels, exact, notre vision du monde. Et l'IA va seulement renforcer ça encore plus, là. Donc, d'essayer de faire une proposition pour une technologie qui vient soutenir autre chose et qui facilite les connexions humaines réellement. Où en fait, il y a un test stratégique qui a été fait, tu as travaillé pendant 2 ans sur un projet, puis finalement, il ne verra jamais le jour, il n'aura jamais été mis devant aucun client, aucun public, puis c'est poubelle. Ouais. Donc, ok, le travail, on a quand même appris des choses à faire le travail, mais il y a un goût de pourquoi j'ai fait ça. Goût amer. Un goût amer de finalement, est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que je n'ai pas travaillé dans le vide finalement Ça a le sens du travail un peu. Par contre, si la souveraineté numérique, c'est important pour toi, si d'être éco-responsable, c'est important pour toi, puis si d'avoir une solution custom, où est-ce que tu parles avec des vraies personnes, que tu parles pas avec un chatbot, un chatbot, puis quelqu'un qui va vraiment vouloir évaluer ton infrastructure puis te suggérer les meilleures solutions, c'est ça qu'on offre. Après ça, si toi, le service qui n'est pas custom te convient, puis il y a aussi une approche par rapport au coût. Tu sais, chez Amazon, tu n'as pas aucun warning de « Ouh, attends, ça va te coûter très cher bientôt ». Tout ça, nous, on fait cet accompagnement-là où est-ce qu'on est capable de dire « c'est ça que ça va coûter », puis tu es capable de l'évaluer même en début de projet. Puis on veut vraiment faire le suivi tout en cours de projet, pas juste à la fin, quand c'est le temps de lancer, tout est rendu 3 semaines avant livraison, puis là, on fait, on va en profiter, on va charger la totale. Non, c'est pas ça. C'est de dire, regarde, nous, on t'accompagne tout au long du projet, on va permettre à tes producteurs de voir venir les coûts qui s'en viennent sur leur projet. Bienvenue. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Je vais commencer avec une question avant qu'on passe aux présentations. C'est quoi le dernier projet où vous vous êtes dit « J'aurais aimé que l'outil fasse ça, mais il ne peut pas ». C'est-à-dire, vous aviez peut-être un projet, vous vous êtes dit « Ah, ce serait malade de faire ça, mais les moyens technologiques nous limitent un petit peu ou ne nous permettent pas de faire pleinement ce qu'on voulait faire ». Qui veut se lancer? Je me lance. Allez. Je me rappelle d'un projet qui était Red One qu'on a fait avec Amazon. Et c'était un projet qui avait besoin d'énormément de CG. Et tout au long du projet, la complexité a augmenté, les demandes du client ont changé et on croyait être capable de livrer en temps avec les temps de rendu qu'on avait estimés à ce moment-là dans le projet. Et comme les scènes 3D s'étaient complexifiées énormément, on est arrivé à un moment donné où c'est devenu difficile d'appliquer les derniers commentaires du réalisateur, le fine-tuning de la fin, parce que ce qu'il demandait allait nous demander un temps de rendu qu'on n'avait pas estimé et on n'allait pas faire notre deadline. Donc, il a fallu prendre des shortcuts techniques et créatifs pour y arriver. Et là, je me suis dit, ça serait le fun d'avoir un outil qui nous permet de prévoir ces temps de rendu-là, mais qui fluctuent en cours de projet et de nous donner comme un warning ou un certain accompagnement pour te dire, ça s'est beaucoup complexifié dans les 8 derniers mois. Voici combien de temps tu as besoin maintenant si tu veux faire des changements. Est-ce que tu es en train de construire ça en ce moment ou pas encore? Oui, je pense qu'on va y venir tout à l'heure, mais en fait, oui, je pense que quand j'ai rencontré Rio, j'avais comme du brainstorming à faire avec eux puis de l'inspiration sur des frustrations de projets que j'avais eues dans le passé dans le VFX. Nice. Nicolas, Mouna, vous avez des exemples qui vous viennent? Oui, sûrement plein. Là, le premier qui vient en tête, peut-être parce que Nicolas est là et que j'ai travaillé là-dessus il y a très longtemps avec un de tes collègues. Mais nous, on fait des interactions dans l'espace public. On essaye de
d'avoir une présence de technologie la plus limitée possible et la plus invisible pour que ce soit vraiment la relation entre les gens et leur environnement qui est mise de l'avant. Donc, mais on veut que les gens puissent avoir de l'agentivité sur ce qu'il y a autour d'eux, qu'ils puissent agir, qu'ils puissent transformer, changer. Et donc, pour faire ça, il faut leur donner des opportunités de faire des choses, de faire des gestes, de savoir où est-ce qu'ils sont dans l'espace, de se déplacer et tout. Donc, on cherche encore l'outil de vision caméra qui peut marcher de jour, de nuit, en extérieur, avec une personne, avec 200 personnes, avec toute la variabilité d'usage possible et qui nous permettrait finalement de créer les expériences en temps réel, immersive, mais dans l'espace public qui nous intéresse de créer. Et ça se raffine, ça se développe beaucoup en laboratoire, mais on n'a pas, nous, encore trouvé vraiment la solution dans nos budgets, avec l'impact visuel qu'on veut, c'est-à-dire intervention super limitée, là, qu'on ne soit pas dans un environnement contrôlé aux médias qui fasse ce qu'on a besoin de faire. Donc, on le fait autrement, de manière plus compliquée. D'accord, très bon. Nicolas, il écoute bien là. Il est comme, je sais, mais ça marche pas dehors quand il fait beau, puis qu'il y a plein de monde, puis qu'après il fait nuit, puis ensuite il grêle, puis... Bah oui, moi, ça ressemble un peu à ce que tu décris. En fait, récemment, il y a un peu plus d'1 an, on a eu l'occasion de développer un projet à Oasis Immersion, qui est une salle immersive qui est ici à Montréal, avec des très grandes salles, des projections en temps réel sur le sol, etc. Au Palais des Congrès, c'est ça? Palais des Congrès. Et donc, on développait l'intégralité d'une expérience. Et donc là-bas, ils ont un équipement qui est fabuleux, ils ont tous ces projecteurs, ils ont aussi un système de suivi de personnes, donc on peut savoir où sont localisées les différentes personnes dans la pièce. Et avec ça, on peut donc recevoir ces informations-là dans un système informatique, en gros, et ça permet de produire une expérience qui va réagir aux positions des gens, à leurs actions. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est scénariser, structurer l'interaction, avoir un début, une fin, les gens arrivent, pour pouvoir, en fait, emmener les gens quelque part du côté narratif et peut-être faire que ce soit facile au début, un peu comme un jeu, en fait, où l'ensemble du groupe serait comme les contrôleurs, la manette, quoi, mais contrôle ce qui se passe. Mais en fait, donc leur système est super, sauf que au moment où on veut faire l'expérience, ce qu'on se retrouve à faire, c'est finalement développer la technologie qui permet d'extraire les informations qui vont nous permettre de raconter. Et donc, on est sur des projets généralement qui sont très courts pour ce genre d'installation, que ce soit en musée ou en extérieur. Etc. Bon, évidemment, il y a le labo avant, on se prépare, mais malgré tout, on est quand même sur des projets quand même assez courts. Et en fait, il y a une grande partie du temps qui est consacrée à construire le système qui permet de raconter l'histoire. Et puis en fait, on fait vous refaites la roue. On fait l'expérience en parallèle, mais l'expérience, donc c'est comme une espèce, on avance en parallèle les affaires. Hein. Donc c'est ça, ce qui manque, c'est ce qui nous manque, c'est des outils en fait qui permettent justement de, un peu comme tu décris, de comprendre ce qui se passe dans un lieu, que ce soit sur le son, sur les positions, sur les gestes, et puis avoir des informations haut niveau qui permettent de se concentrer sur raconter l'histoire, mettre en œuvre l'histoire, tester des hypothèses et faire évoluer. C'est-à-dire que quand on fait le produit, l'expérience, on maximise le temps d'ajustement de l'expérience et pas de développement de la technologie. Ok. On va commencer par un petit jeu. Je vais vous lire ce que l'Internet connaît de vous. Et vous allez noter de 1 à 10 à quel point c'est vrai ou pas. Bon, je l'ai aidé un petit peu là, mais il a fait le plus gros du travail. On l'a tous aidé. Ça fait des années. C'est vrai. Je commence par Nicolas. Tu as passé 11 ans à la SAT comme co-directeur du MetaLab. Là-bas, tu as co-créé Scénic, un système de téléprésence open source qui connecte aujourd'hui plus de 20 salles culturelles au Québec. Tu as aussi créé SATI pour l'audio 3D, SHM Data, Switcher, c'est les noms des outils, une collection d'outils que personne d'autre n'avait construit. Aujourd'hui, tu es cofondateur de Lab 148, une coopérative, pas une start-up, une coop,
Vous construisez des outils sur mesure basés sur l'open source pour des clients qui veulent créer ce qui n'existe pas encore. Ton dernier projet, c'est Listen, L-I-S-S-N, un système qui permet aux visiteurs d'un musée d'interagir sans device, juste avec leur voix et leur mouvement. Je parlais de ça à l'instant. L'expérience évolue en temps réel grâce à l'IA auto-hébergée. Ton angle aujourd'hui, c'est l'open source comme terrain de jeu créatif sans limite. Combien sur 10 ? Je dirais un bon 8, 9 peut-être. Il y a des ajustements à faire que tu vas développer. Des ajustements à faire. J'ai pas été co-directeur de la recherche pendant 11 ans. J'étais à la deuxième moitié de mon passage là-bas. En fait, je suis rentré là-bas comme développeur sur le logiciel Scénic. Ok. C'est ça. Sinon, il y a aussi la partie sur Listen qui est en fait c'est un outil dans la boîte à outils qu'on développe à Lab 148. Listen est dédié à l'écoute informatisée pour créer des expériences multi-personnes. Ok, ouais. Donc, c'est un outil parmi le portfolio. Il y a un autre outil qui permet justement de détecter des positions, des poses, etc., qui est dans la boîte à outils. Et on est en train de développer aussi un outil qui permet d'agréger les informations de ces systèmes qui sont en fait des systèmes de captation d'un groupe pour structurer justement une histoire basée sur l'interactivité collective. D'accord. On va y revenir. L'occasion d'y revenir. Ouais. Et puis sinon, ouais, c'est ça. Peut-être qu'il manque. Non, c'est correct. En fait, c'est ça. Moi, j'ai un background vraiment technique, donc j'ai fait beaucoup de développement logiciel. Mais ce qui manque peut-être un peu, et puis qui n'est pas forcément exprimé sur Internet, c'est le fil conducteur de. Pourquoi tu fais ça? Ça ressemble beaucoup à ce que disait Mouna. C'est l'idée d'avoir en fait un espace où il y a plusieurs personnes qui sont ensemble, qui partagent une expérience, qui collectivement font quelque chose, avec l'idée aussi qu'on va pas forcément avoir besoin d'équiper les gens de technologie. Juste les gens arrivent quelque part, c'est le lieu qui est intelligent, et il y a une interactivité collective qui se crée. Et en fait, c'est ça, les gens ont de l'impact sur ce qui se passe. Et voilà, c'est vraiment le fil conducteur de toutes ces technologies. En fait, c'est relier. C'est bien que tu vas mettre du sens dans tout ça. Mais ça va être le but aussi de ce dont on va parler. Hein. C'est vraiment comprendre c'est quoi votre philosophie et c'est quoi le fil rouge derrière ce que vous faites. C'est ça. Mais l'Internet me connaît apparemment. Il connaît ce qu'on lui dit seulement. Mouna, tu as confondé Daily tous les jours il y a plus de 15 ans avec Mélissa Mongia. Ensemble, vous avez créé 21 balançoires qui, je crois, était votre premier succès, si je ne me trompe pas. Une installation où les étrangers créent de la musique ensemble sans le savoir. Ça a fait le tour du monde et des milliers de sourires. Vous développez vos propres outils depuis le début, pas dans un dogme technique, mais parce que c'est la seule façon de créer de la magie que vous avez en tête. Vous publiez même vos designs de circuits sur GitHub, mais votre vrai avantage, ce n'est pas le code. Tu as aussi été au CA de la SAT, tu as été directrice générale par intérim et tu as déjà été ambassadrice de la piscine, ou en tout cas associée à la piscine à un moment. Bref, tu es connecté à l'écosystème. Ton angle aujourd'hui, c'est créer de la magie que les specs techniques ne peuvent pas décrire. Sur 10 Oui, 6-7. 6-7, oh 7-8, je ne sais pas. Ouais. Qu'est-ce qui est important? Alors, 21 balançoires, oui, les gens créent de la musique ensemble, mais pas sans le savoir. Donc, c'est le but, je pense, des expériences interactives, c'est qu'on ait cette agentivité dont je parlais. Donc, les gens sont en contrôle de leur expérience quand même. Sans qu'ils s'y attendent peut-être alors, il faudrait dire. Non, je pense parce qu'ils viennent justement, ils entendent la musique. Oui, peut-être. Peut-être il y a un petit sentiment de surprise. En tout cas, il y a la reconnaissance d'un objet qui est connu et dont la fonctionnalité a augmenté d'une manière ou d'une autre. Après ça, on a publié sur GitHub, on publie encore un peu. On n'est peut-être pas aussi actif qu'on l'a été à un certain moment, mais c'est sûr que le studio a émergé d'un univers et d'une philosophie maker, DIY, open source, etc. Ça reste un petit peu là. Et je suis toujours sur le CA de la SAT. Mais sinon, voilà. Pas pire. Isabelle, on va voir si c'est mieux. Vas-y. Tu as passé plus de 20 ans dans l'industrie VFX, vice-présidente de production chez Rodeo FX pendant leur croissance jusqu'à plus de 600 employés. Je ne sais pas où ils en sont en ce moment. Game of Thrones, Stranger Things, Dune, Birdman.
le plus gros studio VFX québécois. Tu as un MBA de HEC Montréal, donc tu parles business et créativité. Aujourd'hui, avec Oreo Cloud, tu permets aux studios créatifs de contrôler leur infrastructure, Moment Factory et clients, et vous avez un modèle unique. Exemple, une église à Saint-Adrien transformée en hub créatif avec un render farm qui chauffe le bâtiment. Ton angle aujourd'hui, créer sans demander la permission aux Américains, avec une infrastructure résiliente qui active les régions. Puis tu as ajouté aussi que tu es mère de 3 garçons, s'il me semble bien. Ben oui, exactement. C'est la chose que Léa ne te donnera pas comme information. Ouais. Mère de 3 petits garçons. Non, c'est pas mal accurate. Je te dirais que Rodéo, on est monté jusqu'à environ 1000 employés Oh, wow. à un certain moment. Donc, il Ouais. y a peut-être ça que le web n'a pas catché. Ouais. Sinon, ouais, ça ressemble pas mal à ça. Ben, passons à la partie 1, qui est définir un petit peu le problème. On a chacun vécu des moments où l'outil dit non, mais moi, je veux aller plus loin parce que le vrai problème, c'est pas juste la frustration, c'est ce que ça fait à ton travail, à ta différenciation, à ton business. C'est un peu le but aussi des questions que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc, Isabelle, Rodeo FX, ton ancienne responsabilité, des très gros shows. De l'extérieur, c'est un succès total, mais de l'intérieur, est-ce qu'il y avait une dépendance aux outils ou des limites liées à l'infrastructure que tu as vues et que tu as dû gérer? C'est une bonne question. En fait, quand tu travailles en série télé, c'est des deadlines qui sont vraiment différents au film. En ce sens que tu as plusieurs épisodes à livrer qui se trouvent à être en soi comme plusieurs petits films. Parce que pour un projet comme Game of Thrones, le budget est là comme dans un feature film. Donc, ils ont les budgets, ils ont les ambitions de leur budget, mais dans des timelines réduites. Donc, tu te retrouves à manquer de temps avec la quantité de rendus que tu as à faire, la quantité de notes que tu trouves à la fin. Donc, oui, tu es dépendant des fermes de rendus cloud parce qu'il arrive un moment où tout arrive en même temps. Il y a des notes jusqu'à la fin. Le réalisateur va faire des notes jusqu'à la dernière minute. On pouvait livrer un épisode 10 jours avant la diffusion. Donc, et à ce Wow. moment-là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus lousse. Ils diffusent un peu quand ils veulent les plateformes web, mais en tout cas, à cette époque-là, c'était des dates qui étaient assez précises et difficiles à changer. Donc, tu arrives à un moment où il reste 2 semaines, tu dois rentrer dans le deadline, tu n'as pas le choix d'avoir accès au cloud parce que ton ferme de rendu local, il ne viendra pas. Donc, oui, tu te retrouves dépendant. Puis, ce que ça fait, c'est qu'à la dernière minute, tu as des coûts faramineux que tu n'avais pas vu venir, qui s'ajoutent à ton projet qui était super efficace jusqu'à maintenant. Et là, tu vois ta marge qui s'en va comme ça dans les quelques dernières semaines parce que tu es dépendant de cette plateforme-là. Puis ensuite, c'est que tu as beaucoup de projets en même temps. Tu n'as jamais juste un projet. Fait que tu as peut-être une vingtaine de projets de front. Il y a des moments cruciaux dans l'année où tout le monde veut diffuser ou releaser en même temps et tout ça. Donc, ce que ça te demanderait comme expansion pour un court laps de temps fait juste pas de sens. Pilou dit que 400 millions par année du gouvernement québécois vont chez Microsoft. Je pense qu'il parlait beaucoup de tout ce qui était service aux citoyens. Ouais. D'après toi, c'est quoi l'impact sur l'écosystème créatif local? C'est-à-dire, est-ce que cet argent-là pourrait être investi ailleurs, puis ça ferait comme grossir plus les équipes, enfin les entreprises québécoises? En fait, on peut comparer à Microsoft, on peut comparer à Amazon. Je pense que un exemple qui fait le plus de sens pour moi sur l'impact au niveau de la créativité. Par exemple, parlons de la SODEC. C'est là où on envoie tous nos scénarios pour les faire approuver pour des crédits d'impôt et tout ça. Donc, eux les emmagasinent dans leur serveur. Et bon, ça peut prendre des années avant qu'un film soit développé sur un scénario. Mais ils utilisent des centres de données qui sont aux États-Unis et qui peuvent être Amazon, par exemple. Mais Amazon, c'est aussi un producteur de contenu. Donc, on leur donne un peu les clés à notre créativité en leur
à cause du Cloud Act, justement, parce que demain matin, s'ils voulaient, ils pourraient y avoir accès aux données. Ils ne sont pas souveraines. Donc, c'est un peu comme si je disais à mes enfants, j'ai caché du chocolat dans le frigidaire, je m'en vais à l'épicerie, mais touchez-y pas. Ouais, c'est ça. On vous fait confiance. J'ai comme des doutes sur ce qui va arriver. Ouais. Ce serait un bon exemple. Puis je pense aussi au niveau de l'impact sur l'écosystème, les centres de données Google, c'est pas la même chose que ce que Orio essaie de mettre en place. Non, ce sont des immenses centres de données. Il y en a un justement qui est en développement, ça fait les nouvelles il n'y a pas longtemps. Et ils utilisent premièrement plusieurs hectares de terrain qui étaient jadis des terres agricoles. Donc, ce qu'on voit, c'est que ces énormes centres de données-là ont besoin de transformer des terrains agricoles en terrains commerciaux où ils vont exploiter les centres de données. Ce ne sont pas des centres de données qui sont éco-responsables. Il n'y a aucune réutilisation de la chaleur qui se fait du fait que les centres sont tellement gros qu'ils ne pourraient pas chauffer des bâtisses traditionnelles. Ça aurait besoin d'être des usines, des immenses industries, mais qui doivent être en périphérie, à une certaine proximité, parce que tu ne peux pas transporter la chaleur pour 50 km. Donc, ça rend ça vraiment difficile de réutiliser la chaleur des serveurs. Là où est-ce que Orio est différent, c'est que c'est décentralisé et ce sont des petits centres de données. Donc, on est capable de prendre l'entièreté de cette chaleur-là et de chauffer le building dans lequel ils sont logés. Puis n'hésitez pas à poser des questions si vous en voyez. Ouais, bah, justement, sur le sujet de Microsoft, il y a un organisme qui s'est créé récemment qui s'appelle l'AQLL, l'Association québécoise du logiciel libre, qui justement pose cette question des investissements de Microsoft par le gouvernement et en fait le fait que les données gouvernementales soient dans des clouds de Microsoft ou soient dans des enfermés, entre guillemets, dans des logiciels Microsoft. Parce que tu parlais de parking tantôt, l'application, j'ai vu que c'était hébergé par Microsoft pour se garer à Montréal. Mais après ça, on peut parler de sécurité nationale, on peut parler de... Tu sais, ça fait juste pas de sens, puis on n'y a jamais pensé, puis on dirait que tout d'un coup, ça vient nous péter en pleine face, puis tout le monde fait... C'est la même chose avec l'éducation, là, tout le ministère de l'Éducation et tout le système d'éducation est constamment est attaché complètement à une certaine vision de la technologie puis de son usage. C'est ça qu'on impose à nos enfants là, depuis qu'ils ont 6 ans. Ça, et donc cette association dit, bon ok, la question c'est pas mettre Microsoft dehors des administrations, etc. Mais mettons, il y a un volume d'argent qui est là. Tout part dans ce budget. Dans ce budget-là pour Microsoft. Mais il y a aussi des organismes qui font de l'open source qui sont capables. Il y a des alternatives open source en fait à ce genre de suite bureautique, etc. Il y a des pays, il y en a en Europe notamment qui le font. L'armée française par exemple passe dans les sorties de Microsoft. Ils utilisent des alternatives. Donc il y a des administrations qui sortent de ça. Sauf que l'argent, au lieu de donner, donc il pourrait y avoir une portion de cet argent de Microsoft qui serait donc récupéré, mais qui permettrait de financer des entreprises, soit des gens qui sont dans le gouvernement, soit des entreprises qui vont aider en fait à développer et maintenir ces logiciels. Et d'un seul coup, en fait, on couperait une forme de dépendance à l'entreprise qui là, dans ce cas-là, à Microsoft, qui est, on n'est pas sûr de vouloir sortir de Microsoft, mais bon, toujours est-il que s'il se passe quelque chose avec Microsoft, qu'est-ce qu'on fait de toutes nos données qui sont sur ces clouds, dans ces logiciels? J'ai une anecdote par rapport à ça. J'étais 4 ans à Munich chez Scanline, qui est une entreprise allemande, et Netflix l'a racheté. Et donc, forcément, ils voulaient qu'on utilise les mêmes logiciels que eux. Et moi, j'étais vraiment focus ressources humaines. Pour les ressources humaines, nous, on avait un logiciel fait homemade, parce que le gars qui a développé Scanline, c'était un génie. Il a fait Flowline, qui était un logiciel de... Bref, c'était un développeur. Donc, il avait fait aussi son logiciel de gestion des ressources humaines. Sauf que là, il fallait passer sur Workday. Mais Workday, c'est hébergé aux États-Unis. Puis en Allemagne, il y a le GDPR, comme en Europe. Puis la première fois que j'ai vraiment fait face à ce problème-là, c'est le directeur du software
qui me dit « Julien, t'es bien gentil, mais là, tu comprends pas le problème. C'est assez grave ce que tu nous demandes de faire, de mettre toutes nos données personnelles, parce que comme c'était Workday, ça allait assez loin dans les données personnelles. Là. C'était même trop d'après moi. C'est les salaires des employés. Puis papier d'identité, puis adresse personnelle, puis il y a vraiment pas mal de choses là. Et date d'anniversaire, ça paraît bête, mais... Numéro d'assurance sociale. Ouais. Donc c'était comme, lui était comme, ben non, moi je mets pas mes données là. Puis là, ça a été assez problématique parce que, et j'ai force de constater qu'il avait raison, quoi. C'était comme, bon après, on a discuté longtemps, puis on a trouvé un commun accord, mais c'est vrai que ça a été assez, pour moi, c'était comme, ouais, on va juste comme changer de logiciel, mais lui m'a fait réagir, il m'a dit, attends une minute, réfléchis à ce qu'on est en train de faire là, c'est assez délicat. Donc c'était pas mal. Je pense que quand les États-Unis étaient sous d'autres administrations, ils pensaient moins. On croyait en leur bonne foi. Mm-hmm. Là, c'est un challenge différent. Là, on se dit, attends, s'il veut faire... Okay. S'il est capable de faire ça, il est capable de faire ça. Nicolas, tu as passé 11 ans à la SAT à construire des outils qui n'existaient pas encore. Pourquoi les solutions du marché ne suffisaient pas à ce moment-là ? Solution du marché qu'on a vu, en fait, ça partait d'une. Moi, j'étais sur le projet Scénic, dont l'objectif est de permettre à des artistes de construire à travers plusieurs lieux des spectacles simultanément. Donc, tu as par exemple 2 scènes qui sont un théâtre quelque part dans le Québec et une scène à Montréal. Et tu veux que les publics et les acteurs partagent la même expérience, donc un peu comme de la téléprésence, mais du spectacle, sauf que l'idée est née au début des années 2000. Zoom sous stéroïdes pour les salles de spectacle. Ouais, c'est ça, exactement. Donc je pense que c'est né au début des années 2000, l'idée à la SAT, avant que j'y sois. Okay. Et la volonté, c'était de placer en gros les arts au Québec un peu sur la map. Sur la map, mais de manière unifiée, c'est-à-dire rassembler les différentes salles de spectacle et les différents artistes. Donc c'était l'idée que la SAT, c'est un hub urbain. Okay, ouais. Qui est en fait un point de rencontre. Et l'arrivée de l'Internet, c'est parce que la SAT a commencé, au début, faisait des CD-ROM. Peut-être tu as vécu ça. Moi, j'ai fait des CD-ROM. Tu as fait des CD-ROM. Non, ça, moi, j'ai pas vu ça. Mais bon, bon, après, il y a eu l'Internet. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'Internet pour les arts ? Donc, il y avait cette idée de rassembler et de faire en sorte qu'il y ait plus que Montréal soit pas le centre du Québec sur le plan culturel, ce qui n'est pas le cas, mais il y a quand même beaucoup d'activités culturelles et d'ouvrir en fait le foisonnement culturel de Montréal vers les régions et donc de créer un réseau comme ça de salles de spectacle qui font des spectacles en téléprésence. Donc c'est vraiment l'innovation expérimentale, etc. Donc j'en viens à ta question. Ouais. Quand ils ont commencé à faire ça, puis quand moi je suis arrivé, en fait, sur le marché, je pense qu'il y avait Skype, il y avait certainement, il y avait d'autres outils, mais c'était surtout de la réunion à distance. Ouais. Des choses comme ça. Et puis c'est ça, il n'y avait pas vraiment de marché en fait qui dit on va faire ça. Donc, parce que je l'ai expérimenté en démo, c'est quand même bien mieux. En tout cas, l'idée, c'est d'être le plus transparent possible. On se rend presque pas compte que c'est de la téléprésence. Ouais. La projection est à taille humaine réelle. Exactement. Voilà. Donc ça, je pense pas que tu peux le faire avec Skype. C'est ça, il y a pas mal de choses qui passent. C'est-à-dire que c'est pas juste une image de quelqu'un qui est encadré en face de l'écran. Donc déjà, il y a la logique de sortir de l'écran un peu. C'est-à-dire que là, on est sur scène. Donc on met des écrans sur scène, oui, mais les écrans, comme tu dis, s'il y a quelqu'un à distance avec qui on discute, on met une projection à échelle 1, donc on est comme la personne est à côté. Il y a aussi potentiellement de la transmission d'informations pour de l'éclairage. Là, on passe à la scène suivante. Ah oui, donc d'accord. Il y a des... même il y a eu des... d'ailleurs, on était ensemble dans le public, on allait voir des shows de musique en réseau où des musiciens en fait sont à distance et ils font de la musique ensemble, ce qui est un sujet qui me touche personnellement parce que j'ai fait un doctorat sur le sujet pour synchroniser des musiciens en réseau. Ok, wow. Ce qui m'a en fait amené à la SAT indirectement là,
Là, on voit Ouais, clairement c'est que tu pouvais pas, il n'y avait pas de software que tu pouvais payer une souscription à $10 par mois et ça Non, roulait c'est tout de ça. suite. Là. C'est vraiment en fait, puis, c'est vraiment la question d'innovation, faire quelque chose de nouveau Ouais. et pas à partir d'un rêve. Et donc, en fait, il faut construire, les usages, la technologie. Ouais. C'est très expérimental et en fait, ça se fait de manière incrémentale. C'est qu'on fait on fait un premier show avec des artistes qui sont prêts à s'engager dedans. Puis là, on obtient des retours, on lit aussi, parce qu'il y avait beaucoup de recherches sur la téléprésence à ce moment-là aussi. Ok. Surtout à échelle 1, le regard aussi, tu sais, quand quelqu'un est à distance, puis c'est toi que je regarde, mais ensuite c'est toi. C'est pas évident. Est-ce qu'il faut 2 caméras? Je crois juste la description de ce que c'est, ça répond à la question. Donc c'est ça, fallait le faire en fait, Ouais. fallait le faire de zéro. On a parlé pas mal entre nous de IA hébergé, ou tu avais un terme précis dont je me souviens plus, qui était auto-hébergé? Ouais. Ouais, c'est ça. On parle d'IA auto-hébergée. Parce que la question, c'était est-ce que tout le monde utilise les IA, les noms qu'on connaît? Ouais. Est-ce qu'il y a un downside à ça? Et est-ce que l'IA auto-hébergée règle ce problème-là? Ou en tout cas, règle un des problèmes qu'il peut y avoir avec les autres IA? Ça règle, en fait, l'IA auto-hébergée, l'idée, c'est de dire que plutôt que d'être abonné à un service en ligne et puis taper dedans, converser, envoyer des images, et puis en fait, toute l'interaction qu'on a avec le système est dans un cloud où on ne sait pas ce que les gens font avec nos données, et puis même, souvent, on va dire des choses intimes aussi, on va même faire demander des images. Bon, il y a la question des données et qu'est-ce que... Voilà. Donc, l'idée de l'IA auto-hébergée, c'est de dire que l'intelligence, le logiciel, en fait, qui est l'intelligence artificielle, roule sur un ordinateur qui nous appartient. Ok. Donc, ça peut être dans un cloud souverain au Québec, par exemple, mais ça peut être aussi sur sa machine. Si on a un ordinateur avec une bonne carte graphique, et en fait, on peut télécharger des outils qui sont open source ou pas, mais il y a énormément d'IA auto-hébergées qui sont disponibles directement parce que c'est des travaux de chercheurs qui sont publiés quelque part. D'autres gens ont construit par-dessus une interface graphique pour que ce soit facile, etc. Bref, on installe le logiciel dans son ordinateur ou dans l'ordinateur qu'on a loué dans un cloud ou quelque chose. Et en fait, on possède en fait notre espace de stockage, et là, on contrôle ce qu'il y a dedans. Donc, par exemple, si on doit travailler avec des données de clients qui sont sensibles, on pourrait, là, on sait qu'on a le contrôle des données. Donc, ça me fait penser aux avocats qui ont leur propre logiciel de messagerie, qui est genre juste pour ça, qui est une couche spéciale de cryptage. Fait que une IA auto-hébergée, ça pourrait être local sur place dans l'ordi, mais aussi dans un cloud. C'est vrai que moi, ça me rassurerait plus de l'héberger chez Orio que sur ta machine. que sur ma machine, ouais, vraiment. Ou alors, peut-être, mettons, un mix des deux, quoi, en fonction des besoins. Il y a un numéro de téléphone, on peut appeler pour tirer la plug quand il délire trop. C'est bon. Mais justement, pour Daily tous les jours, vous avez une approche très, très philosophique par rapport à l'impact que vous voulez qu'aient vos installations sur le lieu. Fait que je me demande, et c'est très poétique, et on est comme, waouh, ça fait trop du sens, mais je me demande comment ça se passe en interne quand vous dites, bon, ça c'est la théorie, maintenant comment on le met en pratique, et est-ce que vous êtes déjà frappé à des murs par rapport à ça? Je pense que la question, en fait, elle est un peu différente. En tout cas, surtout au début, quand on commençait, il n'y avait pas d'outils pour ça, mais on le savait, on venait d'une approche et d'une philosophie où on est capable d'utiliser, de modifier, de transformer des outils existants ou non existants pour arriver à nos fins. Ouais. Après, on a toujours des contraintes de ressources, on a des contraintes de budget et autres sur les projets qui font qu'on est obligé de constamment redéfinir nos objectifs, ce qu'on essaie de faire créativement, arriver à l'essence d'une idée et aussi à l'essence d'un problème technologique qu'on essaie de régler. Mais on vient avec une approche où, étant donné que ce n'est pas la technologie qui dicte l'expérience, et ce n'est pas le point de départ,
C'est plus un outil pour répondre à un besoin d'expérience où ça devient comment dire, une question d'aller-retour, de danser à deux avec la techno jusqu'à ce que tu trouves par rapport à tes capacités puis tes compétences un résultat qui correspond à ce qu'on essaie de faire. Par exemple, sur Cœur Spaghetti, je crois que c'est la dernière qui est... Ouais. Est-ce que toi, tu as dû te dire, bon, alors là, attends, faut que je me focus là-dessus, il faut que j'apprenne ça, ou il faut que je développe. Est-ce que tu t'es dit, pour cette installation-là, j'ai besoin d'aller chercher quelque chose que je ne maîtrise pas encore ou... Alors, malheureusement, moi, je ne sais plus rien faire. Ça s'est fait. Donc, ce n'est pas moi. Mais à l'intérieur de l'équipe, oui, tout. C'est-à-dire, on avait besoin, je ne sais plus combien on a de pieds linéaires de LED, là, mais on a, je sais pas, disons, 200. Tu peux un peu décrire ce que c'est, juste? Alors, c'est une œuvre qui est installée en ce moment, d'ailleurs, à la Galerie nationale, au Musée des Beaux-Arts du Canada, et à Ottawa, qui est installée pour 3 mois dans le Grand Hall et qui est inspiré d'une série de projets qu'on a développés, qui est la série des Hello, qui sont un peu des commentaires sur la communication, notre capacité à engager avec le monde autour de nous de différentes façons. Donc, dans ce cas-là, tu envoies un message, tu as un micro, tu peux laisser un message et ton message devient musique et lumineux. Et il se promène à l'intérieur d'un spaghetti lumineux jusqu'à ce qu'il atteigne l'autre côté, un autre micro. Quand il arrive de l'autre côté, c'est vraiment devenu de la musique seulement et de la lumière. Et ça évolue de cette façon-là. C'est une œuvre sonore et visuelle. Et puis, bon, tout le hardware, on n'arrivait pas à trouver des LED assez longues pour faire ce spaghetti lumineux de manière élégante. On a beaucoup de processing en temps réel de la voix, de comment on la transforme pour faire de la musique avec, comment on fait une analyse assez rapidement avec les moyens qu'on a de processing et autres de la voix pour en détecter la musicalité et créer une mélodie de piano basée là-dessus, etc. Il faut que ça tourne pendant 3 mois aussi, hein, c'est pas juste... Il faut que ça tourne pendant 3 mois, que ce soit autonome et que le public puisse avoir une expérience qui est rapide, gratifiante, qui comprenne ce qui se passe aussi et ce qu'ils sont en train de faire, justement. Ouais. Donc, bon, il y a des morceaux que ça fait quelques temps quand même qu'on développe, sur lesquels on travaille. Alors, maintenant, on commence à avoir des briques avec lesquelles on peut construire. Mais à chaque fois, il faut raffiner le concept en itérant des prototypes. Qu'est-ce qu'on est capable d'accomplir? Qu'est-ce qu'on arrive à faire à la technologie? Est-ce qu'il y a des choses qui apparaissent, qui émergent, qui deviennent des features? Ouais, c'est vraiment un back and forth, comme tu dis. C'est une danse avec qu'est-ce qui est possible de faire, c'est quoi le mandat, puis vous essayez de faire la bonne recette qui fonctionne bien pour ça. Puis, qu'est-ce qui est viable aussi pour un studio de réaliser. C'est-à-dire, c'est pas des fonds de recherche où on peut travailler. C'est sûr qu'il pourrait y avoir d'autres solutions. Il y a toujours des solutions plus coûteuses ou plus longues dans le temps, mais il faut travailler avec ce paramètre-là aussi pour arriver à livrer quelque chose. Ouais. Et justement, par rapport à ça, pour les villes les installations pour une ville qui sont créées toujours avec les mêmes concepts, comme pour toutes les autres villes, est-ce que tu le vois des fois peut-être c'est des choses qui sont assez récurrentes, toujours les mêmes systèmes. Est-ce que vous essayez volontairement de vous démarquer de ce qui se fait en général pour apporter un peu de trafic dans les villes, ou je sais pas, c'est peut-être pas le bon terme, mais de l'affluence? Est-ce que comment dire, c'est conscient pour vous de vous dire, bon, il y a un peu tout le monde qui fait tout le temps la même chose, là, il projette des trucs sur un mur, quand tu passes, ça fait des petites interactions. Nous, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus poétique, un peu plus poétique, parce que c'est un mot qui revient souvent quand même dans votre langage. Je sais que vous avez sorti un livre aussi que j'ai hâte de lire, parce que justement, moi, ce que j'aime beaucoup chez Dali tous les jours, puis je connais bien depuis 2019 pour Hub Montréal, c'est l'aspect poétique. Est-ce que justement vous essayez de vous distinguer par rapport à ça? Je pense pas que le point de départ, c'est de se distinguer. J'étais pas sûre si tu allais vers... parce que les technologies dans la ville, oui, il y a des expressions créatives, mais il y a aussi beaucoup de technologies au service de l'efficacité, au service de l'optimisation des services, au service de tous ces critères-là. Puis nous, ce qu'on essaye de prôner, c'est le besoin de développer une infrastructure pour l'esprit humain, une infrastructure pour l'expérience humaine, pour des choses plus intangibles au niveau de l'impact social qu'on peut avoir avec ça, etc. Donc, de réfléchir et d'inviter aussi à voir la technologie
comme quelque chose qui peut réellement nous rapprocher, qui peut réellement contribuer à retisser des liens sociaux au travers d'expériences positives partagées, des expériences de joie, de connexion, et pas seulement une technologie qui est, donc là aussi, soit pour l'efficience, soit à beaucoup d'égards qui est en train de nous diviser énormément, qui est en train de créer des silos où on est chacun dans nos bulles, on n'est plus en relation les uns avec les autres, on parle plus à des gens avec qui on n'est pas d'accord, on reçoit des feeds qui sont filtrés pour renforcer constamment nos tunnels. Nos tunnels, exact, notre vision du monde. Et l'IA va seulement renforcer ça encore plus, là. Donc, d'essayer de faire une proposition pour une technologie qui vient soutenir autre chose et qui facilite les connexions humaines réellement. Super transition pour la prochaine partie qui est un peu quel chemin vous avez choisi pour mettre en œuvre ça dans la réalité. Nicolas, donc l'open source, c'est pas gratuit, c'est pas amateur, c'est un terrain de jeu créatif sans les murs que les autres ont décidé pour toi. Donc on a parlé de Scénic qui connecte 20 salles culturelles en téléprésence. Je crois que tu as donné le code de Scénic gratuitement, il me semble. Est-ce que tu peux en parler de ça un petit peu ? Ça attise ma curiosité. Ok, en fait, c'est pas moi qui ai donné le code de Scénic, là. En fait, Scénic, il y a plusieurs composants logiciels dans Scénic là, qui sont différents, mais le laboratoire dans lequel j'étais fonctionnait en open source. C'est-à-dire que les logiciels qui sont développés sont visibles publiquement par tout le monde sur un site et les gens peuvent le télécharger et l'analyser, l'utiliser, essayer de travailler avec. Donc, c'est comme travailler en public. Et contribuer à rajouter des modules, ça se peut aussi ou... Alors, ça se peut. Oui, et en fait, ça se voit assez souvent. Dans le cas de Scénic, ça restait très niché, là, le travail qui est fait. Mais oui, en fait, le travail est mis sur la place publique. Donc, il y a plusieurs raisons à ça. Puis, d'ailleurs, c'est toujours le cas, même maintenant, avec par exemple, l'outil d'écoute musicale, c'est que quand on a une petite équipe et qu'on veut construire en gros un logiciel ou une expérience ou quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'on on peut pas tout réécrire de zéro là. Donc en termes de code, donc on va récupérer des morceaux de code qui permettent par exemple de faire de l'analyse musicale, des librairies là de gens qui connaissent très très bien les mathématiques et la physique et puis ils ont fait une partie du travail. Et donc, si on récupère une librairie qui, elle, est open source, quelque part, on profite du travail des autres qui l'ont qui l'ont publié. C'est pas un peu ce qu'ils font Apple, puis ils font payer après? Alors, Apple, je sais pas exactement comment ils fonctionnent, mais non, en fait, apparemment, parce que les histoires que j'ai entendues, c'est plutôt, il y a un prototypage qui est fait avec de l'open source. Ouais, c'est ça. Et puis après, on va tout réécrire. Donc, en fait, on paye des armées d'ingénieurs à réécrire des choses qui existent déjà pour que la propriété soit unique à Apple. Je vais penser à ça parce que tu m'avais parlé d'un Québécois qui avait développé le Vision Pro version fait maison. C'est ça. Puis ils l'ont comme acheté puis toute refaite avec leur développeur en interne. C'est ça. Donc en fait, l'open source, on va récupérer le travail des autres. On le met en situation dans son propre outil qui offre d'autres usages. Au passage, potentiellement, on va voir on va trouver des bugs ou on va avoir d'expérience sur l'utilisation des outils des autres. Et donc, comme c'est sur la place publique, on va pouvoir les contacter, dire hey, j'ai corrigé un bug de ça. Tiens, regarde comment je l'ai corrigé. Et puis là, il fait super, merci. Et hop, il le remet. Donc, c'est en fait une communauté de gens qui développent différents outils, qui permettent de bâtir d'autres outils, qui permettent c'est comme un partage de savoir, en fait. Et tu peux pas vraiment gérer les gens qui sont que des profiteurs, qui viennent juste prendre et jamais contribuer. Ça, c'est quelque chose que tu dois laisser fluide, j'imagine. C'est une question que je... C'est là sur la place publique en fait. Donc, quoi qu'il arrive, tu l'as donné pour si tu mets ton podcast sur YouTube, il y a peut-être des gens que t'aimes pas qui vont le regarder, mais mais normalement il y a des licences aussi avec des conditions d'utilisation, etc. Après, donc en théorie, tu as quand même un cadre légal à l'intérieur duquel tu pourrais, si c'était d'intérêt,
faire cesser des activités qui ne sont pas à Ouais. l'intérieur de ce cadre-là. De la même Ok, façon que si quelqu'un prend ton podcast et Oui, c'est vrai. décide de le rediffuser sous son nom, tu Ouais. peux décider de laisser faire ou tu peux agir. Après, c'est Ok. quoi réellement la capacité d'action d'avoir là, mais... Exactement. En fait, il y a quand même toute une panoplie de licences. Et en fait, bon, souvent, on parle d'open source, mais open source, ça veut dire que le code source est visible. Ouais. Puis après, il y a le monde du libre qui, lui, a un panel de licences qui sont plus ou moins différentes. Donc, il y a des licences qui disent, en fait, bah, le code est là, vous faites tout ce que vous voulez avec. Ouais. Ok. Il y a d'autres licences qui disent, si vous voulez utiliser ce code et que vous le mettez dans votre logiciel, bah, votre logiciel, lui aussi, il doit être, il y a une contagion de licences, lui aussi, il doit être open source. Vous n'avez pas le droit de le... Ok, Il y a ouais. même des licences qui disent, vous n'avez pas le droit de le mettre dans un cloud. En fait, si vous avez le droit de le mettre dans un cloud, mais si vous modifiez le logiciel parce que vous l'améliorez pour différentes choses, vous êtes obligé de publier les modifications. Ok, ouais. Donc, il y a tout un cadre comme ça. Donc, il y a même il y a des licences aussi sur... ça peut être utilisé, mais pour de la recherche universitaire ou pour de l'éducation, mais pas pour faire du commercial. Ok. Donc, il y a tout un ensemble de variables qui sont là. Il y a même des gens qui prennent des licences existantes qui sont connues au niveau légal. D'ailleurs, j'ai une anecdote avec ça là, qui va être intéressante, mais où on va rajouter des choses, par exemple, je sais pas, c'est open source pour tout le monde, mais eux là, je les aime pas. J'ai déjà vu ça. Bon, C'est vrai. je vais pas m'étendre sur qui Ouais. n'aiment pas, mais eux, je les autorise pas à utiliser mon affaire. C'est Et peut-être voilà. pour protéger aussi l'aspect communautaire, dans le sens où tu sais que ces gens-là, ils vont peut-être que en profiter, ils vont pas contribuer, ou il y a peut-être des choses comme ça aussi, j'imagine. Oui, à la base, c'est sûr que l'idée, c'est de pouvoir nourrir un écosystème Ouais. qui reste vivant. Donc, tu peux pas prendre un truc normalement et le fermer. Ouais, c'est ça. Tu prends et tu contribues et la chose évolue Ouais. et on bénéficie de l'effort collectif pour tout le monde. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y avait la journée XN, le sommet XN. Puis moi, ça m'a vraiment frappé au niveau du Québec, parce qu'on parle de ça ici de manière conceptuelle, mais là, je l'ai aussi vraiment vu à travers les personnes qui étaient présentes. C'était tout le monde vient, ça fait un peu open source, tout le monde vient pour aider cet organisme à prendre la bonne direction pour l'année qui s'en vient. Donc, chacun participe, donne son avis, il y a des votes, il y a des choses comme ça. Puis, chacun vient en tant qu'entreprise privée, avec ses objectifs business perso, mais ils viennent dans le but de dire, bon, bah, si cet organisme-là fait de la bonne job, ça va me bénéficier à moi, ça va bénéficier aux autres. Mais on est des membres, donc on a déjà, mandaté cet organisme pour nous représenter et on pense qu'on a plus à gagner par une représentation centralisée que pas. Donc déjà, les gens qui sont autour de la table, a priori, ont déjà fait ce pacte, entre guillemets. Là. Ouais, c'est vrai que après, j'étais plus habitué au VIS, qui est comme une organisation plus d'utilisateurs. Je pense que c'est un peu moins axé business aussi, c'est peut-être pour ça. Mm-hmm. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé ça. En parlant de structure, vous êtes toutes les deux, vous êtes attachées à des business qui ont une structure classique, on va dire. Là, toi, tu as pris le choix de la coopérative. Parle-nous-en un peu. La coopérative, bah, ça rejoint un peu à ta question d'avant. C'est vraiment, je pense qu'il y a la logique du travail derrière. C'est quel est le sens du travail en tant que travailleur et dans la société. Par exemple, le fait de l'open. Si tu es développeur et puis que tu es dans une compagnie qui, mettons, fait pas de l'open source, tu peux travailler sur des produits dont tu vas être très fier. Je sais pas, des produits qui ont du succès, etc., qui durent depuis des années, c'est super. Et puis, tu peux te retrouver aussi dans des situations où en fait, il y a un test stratégique qui a été fait. Tu as travaillé pendant 2 ans sur un projet, puis finalement, il ne verra jamais le jour. Il n'aura jamais été mis devant aucun client, aucun public, puis c'est poubelle. Ouais. Donc, OK, le travail, on a quand même appris des choses à faire le travail, mais il y a un goût de pourquoi j'ai fait ça. Un goût amer. Un goût amer de finalement, est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que je n'ai pas travaillé dans le vide finalement. Il y a ce côté travail qui est ça, le sens du travail un peu. Et la coopérative, c'est un modèle d'entreprise dans lequel donc il y a des membres et des employés. On peut avoir des employés qui ne sont pas membres, mais globalement, l'idée, c'est d'avoir des gens qui travaillent dans l'entreprise, participent au processus décisionnel de l'entreprise, la stratégie,
fait, sur les décisions, ça se construit plus ou moins à différents niveaux. Ouais. Ce qui fait que puis ça, c'est une hypothèse que je vérifie, on va dire, parce que je côtoie des gens qui me ressemblent en côtoyant des gens de coopérative et voir que eux justement ils trouvent un sens là-dedans. Mais Ouais, parce que c'est vrai que ça filtre un petit peu tes collègues aussi, dans le sens où il n'y a pas tout le monde qui va se dire il faut y avoir pensé avant de rejoindre la coopérative quand même. bah oui et non, Ouais. parce qu'en fait, tu peux être employé puis faire ta job et pas être, Ah oui, être ok. engagé. Mais en fait, tu as la possibilité en fait, de t'engager dans l'entreprise, dans le processus décisionnel. Et en fait, Ouais. ça pousse à avoir un travail collaboratif, à faire ça ensemble. Ok, ouais. Donc, c'est ça, c'est un peu la logique. Moi, je vois ça comme, pour moi, et puis, bon, c'est peut-être pas le meilleur move business, mais disons que pour moi, l'entreprise, c'est une expérience humaine avant tout. Donc oui, tu veux que tes clients, tu veux rendre service à tes clients, tu veux répondre à leurs besoins, mais tu as aussi les gens avec qui tu travailles au jour Ouais. le jour Ouais. autour de toi. Et puis c'est avec eux, puis c'est eux aussi qui répondent aux clients, c'est avec eux qu'il y a une dynamique qui se fait. Ouais. Et puis si, voilà. Donc ça, c'est C'est vraiment peut-être ça la solution pour l'engagement des artistes VFX. Tout ça, une grosse coopérative. Ça pourrait être intéressant. Alors après, ça vient avec des difficultés aussi Ouais, c'est ça, dis-nous. de Dis-nous justement pourquoi ça comment marcherait pas. La formuler gouvernance. une vision commune. Bah, en fait, la Ouais. gouvernance, Ouais. c'est ça, bon, c'est peut-être plus difficile de trouver les compromis, comment est-ce qu'on vote, est-ce que tout le Ok, monde s'y ouais. retrouve, etc. Mais en fait, ça pousse au dialogue. Moi, en tant Ouais. que fondateur bon, on est que des fondateurs pour l'instant, mais en tant que fondateur, c'est pas comme si j'avais créé mon entreprise et que je dis, OK, toi, je t'embauche, puis Ouais. toute la logique de stratégie reposerait sur moi. Hmm. C'est comme, en fait, ça répartit un peu toute la, Ça peut être une toute la alternative pression. aux parts, à céder des parts dans une entreprise pour s'assurer que les employés ou les membres soient aussi engagés que toi-même. La coopérative, ça peut être aussi peut-être une option pour ça. Oui, en quelque sorte, sauf que, en fait, moi, ce que je vois dans le côté coopératif, en tout cas, ça dépend des échelles, parce qu'il y a des très grosses coopératives, notamment Desjardins, qui est une coopérative Ah oui, bah oui. Ouais. un peu différente, parce que nous, on est une coopérative de travailleurs, c'est-à-dire que c'est les travailleurs qui sont dans la coopérative. Ouais. Mais à la fin, en fait, l'évolution de l'entreprise, ce qu'on produit, etc., c'est quelque chose qui nous ressemble en tant que collectif. Pas Ok. qui me ressemble, moi, si j'étais le seul fondateur et que j'ai ma vision et que, en fait, si moi, il y a toujours des choses, j'ai toujours plein d'avis, toujours plein de choses à dire, là. Ouais. Mais je les exprime aux autres et la décision se fait collectivement. Et donc, finalement, moi, je me fais challenger par défaut par mes collègues. Et puis, Ouais. bah, la réciproque est vraie aussi, là. Il y a des gens Ouais. et c'est ça, en fait, ça pousse à avancer dans une direction qui fait qu'elle est comprise par tout le monde. On est pas en train de... Est-ce que tu as des tips pour commencer du bon pied? Parce que j'imagine si tu vas directement avec des gens à qui tu es juste en opposition, ils n'arrivent jamais à vous mettre d'accord, ça peut être aussi un problème, non? Est-ce que tu as commencé avec des gens que tu connaissais, avec qui tu te dis il y a un minimum d'affinité pour démarrer, ou ça peut fonctionner, ça s'ajuste automatiquement? Ah, c'est vraiment difficile Tu à fais... dire parce qu'il y a énormément de coopératives. Souvent, on est obligé de commencer à 3. Et puis souvent, il y en Ah oui, a ok, dans le cours du temps, un ou deux qui plus ou moins disparaissent, ça se reconstruit. c'est vrai. Mais je pense que le point clé, puis ça, c'est pas propre aux coopératives, j'ai entendu pas mal de startups qui fonctionnaient comme ça, c'est OK, Ouais, ouais, ouais. qu'est-ce qu'on a comme compétences et comme ressources autour de la table et comment est-ce qu'on arrive à créer un produit ou un service qui répond aux besoins, mais qui est aussi réaliste à produire pour nous. C'est vraiment une question d'orchestrer les discussions et de prendre des décisions réalistes, parce que des fois, on veut faire des choses absolument, et puis on met le Ouais. forcing sur l'équipe X ou l'équipe Y, puis bah, on peut forcer dessus, mais à la fin, voilà, il y aura ce qu'il y aura. Donc, Ouais, moi, c'est un sujet qui me passionne, comme j'étais c'est vraiment la discussion, quoi. ouais, j'étais La beaucoup dans la discussion. résolution de conflits, donc je pourrais en parler des heures, mais je vais arrêter là. Euh, Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, waouh, j'aurais pas pu faire ce projet si j'avais que des outils propriétaires? Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Je crois que c'est tout le temps, Pas mal. parce que là, en fait, tous les projets que j'ai faits en termes...
en termes de développement, que ce soit dans des laboratoires universitaires, que ce soit à la SAT ou même maintenant, en fait, il y a tout cet écosystème de logiciels libres en fait, on prend, on bâtit dessus et puis en avance. Si je devais faire ça avec des outils propriétaires, en fait, il me faudrait une équipe de je ne sais pas combien de développeurs pour développer chaque composant, Ok, ou ouais. alors acheter les licences, entrer en discussion avec telle personne avec tel fournisseur pour tel produit. Enfin, Ouais. je pense que ce serait pas Ce serait pas le plus même compliqué. travail. Ouais, ok. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait toute une phase de mise en place de développement de produits pour acheter les bonnes choses ou pour ça. Toi, Mouna, open source, propriétaire, tu t'en fiches un petit peu, de ce que j'ai compris. Ah non, je m'en fiche pas. Ah, C'est juste que c'est pas un vecteur décisionnel critique aujourd'hui, mais tu poses la question, est-ce qu'on aurait pu faire ce qu'on fait? Nous, on a quand même bâti toutes les premières expériences grâce à des plateformes comme Arduino, comme Processing, qui étaient eux aussi issus d'une philosophie et d'une approche collective et communautaire de développer des outils accessibles pour les artistes qui utilisent des technologies qui étaient avant exclusivement destinées à l'industrie. Donc, quand j'ai commencé à travailler avec l'électronique, on travaillait avec des puces, je crois que c'était des Atmel chips, des trucs comme ça, qui étaient. Donc, on détournait un usage qui n'était pas fait pour ce qu'on voulait faire. ok, ouais. Et puis après ça, quand Arduino est arrivé, on a vraiment vu le champ des possibles et le niveau de difficulté diminuer énormément et démocratiser finalement cet accès à ces technologies-là. Donc ça, comme je disais, ça fait partie quand même de l'ADN du studio. Okay, ouais. Après, aujourd'hui, on prend les décisions basées sur ce qui va être le plus efficace. On a développé nos outils à l'interne, certains à partir de ou en collaboration avec l'univers open source, d'autres pas, parce que c'était pas les meilleurs outils qu'il fallait. Donc, c'est pas dogmatique, ça fait pas... Mais ça reste là, ça reste proche, puis on se pose la question régulièrement de quel outil on utilise et pourquoi. Si vous avez 2 solutions à choisir, vous choisirez l'open source. Si on a 2 solutions à choisir, on choisira celle qui va nous permettre d'arriver là où on a besoin d'arriver. Ouais. Et les critères décisionnels peuvent être économiques, ils peuvent être aussi liés à des valeurs. Il y a tout un ensemble de choses là, mais ouais. Justement, au niveau des valeurs, tu dis que la Smart City devrait être witty. J'ai dû chercher le mot parce que je ne le connaissais pas bien. C'est comme malicieux en français, je pense. Non, malicieux, c'est négatif. Witty, c'est... Ça vient de l'allemand Wissen. Ah oui? Ouais, je suis allé chercher des Wissen qui veut dire qui est négatif aussi, non? Non, c'est comme drôle, mais en allemand, ça a perdu le sens. Dans ce que j'ai compris, le witty, c'est comme quelqu'un qui fait de l'esprit avec le vocabulaire notamment. Ouais. Ou qui est capable de rire, mais de manière élaborée, on va dire. Une ville qui rit de manière élaborée. Ouais, c'est ça. Oh là là. Oui, pourquoi pas. Poétique, place trick on you. C'est quoi une ville avec qui tu as envie de passer du temps? Je pense qu'une ville avec laquelle on a peut-être envie de passer du temps, c'est une ville où on peut développer un sentiment d'appartenance, un sentiment de fierté, une communauté. C'est une ville où on se sent le ou la bienvenue. C'est une ville qui nous accompagne dans les différents moments de notre vie de manière positive, qui a des impacts positifs sur notre santé mentale et physique et pas le contraire. C'est une ville qui est construite autour du bien-être des individus, idéalement. Jusqu'où vous allez dans votre recherche, justement, avant? Beaucoup trop loin. Parce que j'ai cru comprendre que vous avez des études démographiques, de flux. Enfin, j'ai écouté quelques podcasts, ça a l'air de vraiment être une étude approfondie. Vous n'êtes pas juste là, bon, on va mettre ça parce que ça va amener plus de monde, point. Ça va plus loin que ça. Écoute, on n'a pas... Ça fait partie de notre processus de création de chercher. Pas nécessairement de faire la recherche, mais de chercher, de poser des questions, d'essayer d'avoir des processus itératifs où on peut avoir des retours, de faire évoluer ce qu'on fait. Je pense qu'on se pose souvent la question, est-ce que je suis en train de mettre mon énergie à la bonne place? Est-ce que je fais la chose la plus importante que je pourrais être en train de faire dans ma vie quand je me réveille le matin? C'est pas une question facile. Alors, ce désir de vouloir comprendre aussi l'impact, c'est une réponse à ça.
Fait que ton KPI, ça pourrait être le nombre de sourires. Le KPI, ça pourrait être le nombre de sourires. Ça vaut pas assez sur le marché, malheureusement. Il faudra trouver d'autres. Ouais. Pendant longtemps, on a trouvé que c'était peut-être pas assez sérieux, que ça suffisait pas. Mais aujourd'hui, on sait qu'on a besoin de rebâtir des liens de confiance entre les gens, que la confiance, c'est un paramètre essentiel pour la résilience d'une communauté et qu'on a des défis importants qui vont se poser à nous dans les prochaines décennies et qu'on a besoin d'être résilient ensemble, d'avoir un tissu social qui est fort pour pouvoir plus rapidement, efficacement réagir face à l'adversité, à des défis qu'on ne connaît pas encore. Et en ce sens, on prend le pari aussi que des moments partagés de plaisir et de joie contribuent à renforcer un sentiment de confiance entre les gens et ultimement à une résilience de la communauté. Une transition parfaite pour Oreo Cloud. Parce que ça permet aux studios de rendre leurs images directement depuis le Québec, ni à Seattle, ni à San Francisco. Et son infrastructure fait quelque chose que personne d'autre ne fait, réanimer les régions. On a cité l'exemple de Saint-Adrien, mais avant d'aller parler du BIM notamment, Moment Factory est client. Il était là avec toi à Hub pour le lancement. Pourquoi ont-ils été séduits? C'est sûr qu'il y avait un fort intérêt dû à la souveraineté du data, dû au fait qu'on réutilisait la chaleur des serveurs, mais aussi, je crois principalement, c'est qu'on offre une solution custom, donc qui est vraiment designée aux clients. Donc, on se rend là, on regarde leurs infrastructures et on définit leurs besoins précis. Donc, on ne leur vend pas quelque chose qu'ils n'ont pas de besoin. Donc, c'est vraiment tout ce côté-là de s'asseoir avec eux et de définir leurs besoins que des géants comme Amazon ne sont pas capables d'offrir et pour qui des studios comme Moment Factory, c'est très important. C'est important d'avoir cette flexibilité-là et ce contrôle-là aussi. Finalement, Oreo offre ce que Rodeo aurait aimé avoir avant. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de studios d'effets visuels. Quand tu as besoin d'avoir quelque chose qui est custom, puis quelque chose qui est flexible, puis tu as des livraisons changeantes et tout ça, je pense que ça fait beaucoup de sens. Et en plus, c'est au Québec, c'est au Canada, ça n'a pas besoin de traverser la frontière. Donc, exactement. Donc, on garde l'argent du Canada, du Québec, ici, au pays. Ça nous permet de créer des emplois aussi, mais aussi avec nos centres de données décentralisés, ça nous permet de créer des emplois intéressants en région. Des emplois plus techniques. Justement, l'église de Saint-Adrien, j'ai adoré ce concept-là, transformé en hub créatif. Donc déjà, remettre l'église elle-même en tant que centre créatif. Puis le Render Farm, le data center qui est au sous-sol, ou en tout cas un étage en dessous, il chauffe le bâtiment au prix que ça aurait pris pour chauffer justement avec un chauffage classique. Est-ce que c'est comme votre projet de Pierre, où ça donne l'exemple de ce que vous voulez faire en multipliant, ou c'est comme juste une exception? Oui, ça vient un peu, c'est ça. Donc, il y a deux trucs. Donc, le BIM, c'est un OBNL que Pilou a créé, qui venait du fait qu'il voulait revitailler des bâtiments patrimoniaux, dont les églises. Et en faisant l'acquisition de la première église à Saint-Adrien, Pilou se rend compte que ça coûte cher, chauffer une église. Et de fil en aiguille, commence à développer des processus et technologies pour utiliser la chaleur des serveurs à ce moment-là pour chauffer l'église à Saint-Adrien. Et ce qui lui a permis de rencontrer à un moment donné l'équipe de Exaion, qui est une sous-compagnie de EDF, Électricité de France, qui est comme le Hydro-Québec de la France, qui voulait ouvrir des centres de données au Québec, qui avait déjà commencé à regarder cette technologie-là, réutiliser la chaleur des serveurs, être souverain et tout ça. Donc, la collaboration des deux a fait que c'est de là qu'est né Oreo et le premier centre de données qui est dans l'ancien couvent à Sherbrooke. Donc, ils hébergent le centre de données au sous-sol et ils sont capables de chauffer le bâtiment avec cette chaleur-là. Moi, en tout cas, j'ai entendu juste le concept. J'étais comme, c'est génial, là. C'est sûr que ça va marcher, ce truc-là. Et en été, qu'est-ce qui se passe? Elle est réutilisée pareil à d'autres formes. Tu sais, entre autres, il y a des industries qui ont besoin de sécher le bois. Donc, tu peux réutiliser cette chaleur-là pour ça.
Moi, je pense à cultiver des ananas ou des oranges. Oui, moi aussi, je pensais on devrait faire serveur, commerce et ferme loufa en haut. Oui, c'est ça. Parfait. C'est ça, il pourrait y avoir quelque chose là. Mais non, il y a d'autres façons de la réutiliser l'été aussi. Est-ce que c'est scalable? Est-ce que ça peut s'étendre? Est-ce que c'est capable de rivaliser avec plus de capacité de rendu, mais peut-être plus avec des clusters qui se multiplient à travers le pays? C'est ça l'idée qu'il y a derrière? Exactement. En fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de permis à avoir pour construire des centres de données. Des permis, entre autres, au niveau de la capacité énergétique. Donc, quand on les décentralise et on fait des plus petits centres de données, il y a moins de qualifications à avoir. Donc, ça nous permet de construire des centres de données vraiment plus rapidement. Et on utilise des bâtiments existants. Donc, on n'a pas besoin de construire. On a besoin d'adapter des bâtisses au centre de données, mais on n'a pas besoin de construire des nouvelles bâtisses. Donc, on sauve du temps là. Et encore là, on n'utilise pas des terrains agricoles qu'on va réutiliser C'est réanimer l'existant plutôt que de détruire le vivant. Exactement. Donc, on utilise ce qui est déjà en place. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait joindre l'aventure? C'est une bonne question. Ça a été un concours de circonstances. J'ai rencontré la gang de Rio dans un 5 à 7 du BCTQ. Par hasard, ils me parlent de leur projet. Je leur parle de mon background VFX. Puis, on se met à brainstormer. Et moi, parce que j'avais été dans la position client, j'avais mon lot de frustration qui venait avec ce qu'on n'était pas capable de faire, puis le service qu'on n'était pas capable d'avoir. Et eux arrivaient avec une solution clé en main, avec un partenariat technologique avec Exaion, quelque chose de super intéressant. Encore là, un projet qui est éco-responsable, qui est novateur. Donc, ça a cliqué tout de suite, puis on s'est mis de fil en aiguille à juste brainstormer puis à amener à niveau notre gamme de services qu'on va offrir avec Oreo. C'est comme si tu as rejoint beaucoup de tes valeurs en un produit, en une compagnie. Oui, exactement. Ça rejoignait mes valeurs, mais aussi, je pense que je pouvais amener avec des idées de solutions qui sont nécessaires dans ce domaine-là. Puis ça leur apporte aussi de la crédibilité vu ton passé, qui est quand même hyper high-end. Peut-être. Ouais, moi, je peux le dire. Mais maintenant, on va parler un peu des downsides de chacun de vos approches, parce que forcément, il doit y en avoir, c'est pas possible. On va comparer ça à l'écosystème local ou travailler en local comme une famille. Il y a du support qu'on trouve nulle part ailleurs, comme tu viens de le dire, mais il y a aussi des obligations, des moments où c'est compliqué et peut-être des moments où on veut partir, où on ne veut plus entendre parler de ça. Donc, Nicolas, est-ce que donc l'open source, c'est ton terrain de jeu depuis longtemps. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis c'est trop compliqué tout ça, je veux juste comme utiliser quelque chose qui est déjà fini, déjà packagé, puis je veux m'occuper de plus rien, laissez-moi tranquille? Est-ce que j'ai déjà... en fait, oui. Moi, je suis plutôt du côté où, justement, je vais prendre des choses qui sont expérimentales et plutôt compliquées et les rendre simplifiées. Ouais, c'est vrai. Plus simples. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'elles sont simples, mais, mais plus simples. Je pense que j'ai vécu ça avec... évidemment, je fonctionne uniquement sous Linux, pas sous Windows, donc sur mon ordinateur. Et par exemple, les documents à remplir du gouvernement, souvent, ça demande d'avoir Acrobat Reader pour aller remplir les formulaires. Et j'ai déjà essayé de me battre pour essayer d'avoir la version d'Acrobat Reader qui fonctionne sur Linux. J'ai jamais réussi. Pourtant, j'ai déjà passé un peu de temps dessus. Et donc là, oui, j'ai trouvé un ordinateur. Tu voulais juste un PC avec l'install classique. Ça, c'est un cas, je pense que c'est probablement le seul. Il y a certains jeux vidéo aussi, les jeux vidéo en ligne qui utilisent des plateformes, il faut absolument leur plateforme, et puis s'ils ne supportent pas l'écosystème libre, en fait, on exclut. Ça va, tu vas survivre. Système, mais en fait, c'est ça aussi dans le. Nous, ce qu'on fait, on fait beaucoup de développement logiciel, on va dire expérimental. C'est qu'on va prendre des travaux des chercheurs, on va prendre des librairies qui sont assez bas niveau, qui donnent des informations sur les personnes qui sont dans une pièce, que ce soit même l'analyse du son, etc. Et en fait, on emmène cette complexité vers. Parce qu'on parle de logiciel, mais c'est sûr que. Les gens, ils n'ont pas forcément envie d'installer Linux, ils sont pas envie. C'est ça. C'est pas ça leur.
leur environnement de travail. Ouais. Et donc, on met ça dans du matériel qui, lui, va s'intégrer correctement dans des installations, des choses comme ça. Donc, en fait, on fait ce travail le développement expérimental et la mise en produit. Et en fait, à la fin, les utilisateurs, en fait, ils ont un outil qui est déjà construit et qui s'intègre bien dans leur système. Mhm. Et d'ailleurs, en fait, c'est aussi un attribut du logiciel, de l'écosystème libre, Ouais. c'est qu'il y a cette notion d'interopérabilité qui émerge tout le temps, Ouais. et de fait que tu puisses configurer, modifier. Et donc, interopérabilité dans le sens où tu peux faire fonctionner ton logiciel avec un autre logiciel qui est potentiellement propriétaire. Après, il y a aussi, dans une organisation, il y a toute l'inertie de transformer toutes les données, passer à autre chose, former, etc. Mais tant que ça marche, il ne faut pas y toucher. Mais par rapport à ce que disait Mouna tout à l'heure sur le dogmatisme, notamment là, avec l'open source, en fait, justement, l'open source, les gens de l'open source sont souvent vus comme des gens très dogmatiques sur moi, il faut absolument qu'il y ait telle licence et tout, ce qui est pas faux, il y a beaucoup de ça, mais en fait, la production open source, et puis notamment nous aussi, il y a toujours cette notion de pouvoir passer d'un logiciel à l'autre, soit les faire fonctionner ensemble, soit il y a vraiment une ouverture vers voilà, qu'on fait une installation, par exemple, comme ce que Mouna décrivait là, avec des LED, avec des enregistrements audio. Il y a tout un tas d'outils, ça n'existe pas un outil qui est fait pour faire ça. En fait. Ils l'ont fait, l'outil. Mais cet outil, c'est... peut-être tu vas me corriger, mais c'est un assemblage de plein de choses. Donc peut-être qu'il y a un morceau open source, peut-être qu'il y a un morceau propriétaire. Le truc, c'est de les faire parler ensemble. Ok, ouais. Donc en gros, c'est ça les problématiques avec le libre aussi, c'est qu'il y a énormément d'outils qui sont mis là, et ils ont tous différents degrés de maturité. Il peut y avoir quelqu'un qui a travaillé le soir pendant 2 jours, qui a mis un truc, puis finalement c'est pratique pour convertir des bases de données Access, par exemple. Mais par contre, il va falloir que tu télécharges, que tu roules le script, donc là ça va être compliqué. Mais donc c'est ça, il y a beaucoup de travail pour, puis c'est celui qu'on fait pour en fait amener ça à un niveau de maturité qui fait que, même dans du matériel, qui fait que tu peux, toi, en tant qu'utilisateur, juste t'intéresser à ce qui t'intéresse et obtenir le service tout en bénéficiant des bienfaits de l'open source. C'est-à-dire, tu as les avantages sans les inconvénients, entre guillemets. C'est un peu ce qui m'a ouvert les yeux en visitant ton studio, ou ta coopérative. Moi, j'avais juste pas pensé qu'on pouvait avoir des solutions si custom. Mais perso, moi, j'avais peur de mettre... Déjà, je suis pas dev et j'avais pas envie de mettre les mains dans l'open source. Je me dis, c'est trop compliqué, je connais rien, ça va tout planter. Mais là, toi, tu te places en tant qu'intermédiaire pour dire, t'inquiète pas, je sais comment ça marche, dis-moi ce que tu veux, je vais te faire un truc qui fonctionne, puis en plus, ça va pas être propriétaire, donc si tu veux le faire par quelqu'un d'autre après ou le modifier toi-même, il n'y a aucun souci. C'est ça, et en fait, y a beaucoup de difficultés aussi avec tout ce qui est relatif à la propriété intellectuelle, parce que, et puis dans la propriété intellectuelle, dans le sens où si quelqu'un veut construire un outil ou une installation, si on développe du logiciel open source, est-ce que mon installation doit devenir open source ? Est-ce que en fait, je reste propriétaire de ce que j'ai ? Donc il y a toujours cette chose-là, en fait, avec l'open source et on va dire le monde commercial. Il y a toujours cette question-là. Et en fait, il n'y a pas réellement de problème. Ça dépend ce qu'on veut faire. Si je veux devenir Microsoft et que je veux vendre Word et que je pourrais pas vendre la technologie de manière propriétaire si j'ai inclus de l'open source dedans, parce que ça dépend lequel. Quel open source, ça dépend des licences. Parce que potentiellement, ça va être contagieux. Donc ça, si on veut produire... Contagieux, j'aime bien. C'est un mot positif. C'est ça, en fait. L'amour, c'est contagieux. En fait, mais je ne sais pas s'il y a vraiment un mot pour contagion positive. Ouais, c'est vrai. Plusieurs fois, on l'a tellement assimilé au virus que... En fait, c'est ça, il y a une propagation de choses. Mais par contre, quand ce qui nous intéresse, c'est faire sourire les gens ou faire une installation où, en fait, la plupart des gens vont utiliser la technologie comme un outil. Et pour créer quelque chose, et c'est ce quelque chose qu'ils ont créé qui leur appartient. La technologie, finalement, est-ce qu'ils ont besoin
peut-être que tu vas faire ça, mais je ne sais pas si Daily tous les jours aura envie de devenir vendeur de logiciels un jour, Ouais, même si vous en développez, Mhm. j'imagine. Donc, c'est ça, il y a comme une confusion entre pas une confusion, mais une ambiguïté entre la propriété intellectuelle de la technologie et ouais, la propriété intellectuelle de ses créations. Et c'est nice. pas vraiment la même chose. Et Ouais, bon, nous, on a conscience de ça, et on sait aussi qu'on peut utiliser des morceaux open source conjointement avec des technologies propriétaires, ouais, et donc construire la technologie propriétaire qui fonctionne avec de l'open source. Tu vois, un peu comme si tu disais, bah, nous, on t'a construit un marteau qui fonctionne bien pour tes clous, pour construire ton étagère. Bah, l'étagère, à la fin, même si le marteau ne t'appartient pas, ouais. ça reste ton étagère, là. Mais par contre, si tu as fait un marteau spécial, bah, peut-être que Ouais, ça va ouais, je fonctionner. comprends. Enfin, tu sais, Mais c'est très bien que tu précises ça parce que la question que je me pose maintenant pour les gens qui regardent, c'est est-ce qu'il y a une taille critique pour utiliser l'open source? une taille critique. Bah, c'est-à-dire, si je suis solo, je fais un business créatif, peu importe ce que ça peut être, Mm. est-ce que c'est mieux d'attendre d'avoir une équipe pour développer des outils custom ou est-ce qu'il y a des cas où ça s'applique à des solopreneurs? Bah, je pense que l'open source, c'est pas tellement le sujet dedans, parce que quoi, c'est un peu ce que disait Mouna, en fait, c'est ce que tu veux faire qui Hmm, t'amène quelque part. L'open source, ça t'apporte certaines garanties sur le fait que, je sais pas, si ton logiciel, bah, une fois que tu l'as téléchargé, il est là, tu peux garder la même version, ça te donne des garanties qui, voilà. Donc, on pourrait Mais dire. mais concrètement, que Ouais, tu sois tout seul ou 10 000 employés dans ta compagnie, ouais, de toute façon, tu vas utiliser de l'open source. ok, ouais, Pas forcément devant ton écran, toi, devant le logiciel, mais ouais, par exemple, si tu as créé un site web et puis que le pourcentage de sites web qui sont hébergés sur des systèmes qui sont open source, donc ouais. sur Linux, Mhm, qui sont faits avec des outils comme WordPress ou quelque chose, c'est que de l'open source. mhm, De toute façon, sans l'open source, le monde numérique ne fonctionnerait pas ouais, ouais, aujourd'hui. Je veux dire, il repose sur l'open source. ok, ouais. Donc, nous, en tant qu'utilisateurs, en fait, notre outil de création, bah, si on a envie d'utiliser un outil open source, on peut les essayer. Peut-être qu'il ne sera pas adapté, peut-être qu'il sera adapté. Mais de toute façon, en fait, le sujet, c'est pas, à mon avis, le sujet, c'est pas de se dire je veux tout faire en open source. C'est qu'est-ce que je fais, mais de toute façon, derrière, il y a de l'open source qui roule et qui fait. S'il n'y avait pas d'open source, il n'y aurait pas d'Internet. Mhm. Merci open source. Par rapport à ça, ça demande quand même des compétences assez spécifiques. Toi, tu es très tech, tu es dev. Pour Daily tous les jours, au niveau du recrutement ou des collaborateurs, comme vous utilisez tout type de... Vous avez une approche un peu hybride, est-ce que ça complique un peu le recrutement quand vous avez besoin d'élargir l'équipe ou comment vous faites pour vous assurer que vous avez les bonnes personnes à la bonne place, qui Mm. utilisent les bons outils? Non, là aussi, c'est pas un enjeu qui est spécifique au libre ou pas libre. Là. Ouais. Je pense que c'est un enjeu qui est plus spécifique à quels outils font quoi aujourd'hui, de quoi on a besoin, comment on s'attache à quelque chose et on construit des choses sans réinventer la roue à chaque fois et en même temps Mhm. comment on s'adapte et on est capable d'avancer. Mais moi, perso, pendant 10 ans, j'ai essayé de shifter mes machines là, sur du Ubuntu et des trucs comme ça. J'ai abandonné. Ouais, c'est pas Tu la bonne. choisis tes combats. C'est pas, ouais, malheureusement. Et ouais, ça reste quand même, je pense, d'un point de vue business, on a des options. Dans le domaine qu'on fait de la création, on a beaucoup d'options Ouais, parce que justement, c'est un domaine qui a émergé d'une capacité à collaborer entre nous ouais. pour arriver à développer des outils qui n'étaient pas accessibles Mhm. et qu'on n'aurait pas pu avoir. Après, je pense que pour le grand public, c'est autre chose aussi. Ouais, il y a des cas d'usage idéaux et d'autres peut-être moins, j'imagine. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que je me rappelle chez Rodeo, toutes les machines étaient sur Linux et ça marchait mieux que sur PC ou Scanline était tout sur PC. J'ai vraiment vu la différence, à quel point c'était optimisé chez Rodeo par exemple. Ouais. Si je peux ajouter aussi, il y a quelques acteurs locaux aussi à Montréal et au Québec qui sont là pour aider les entreprises, soit à faire de l'hébergement sur des systèmes
open source, soit pour passer donc l'écosystème existe là. En fait, on peut se faire aider pour transformer certaines parties de son activité. Je pense notamment, par exemple, des alternatives à Google Drive, avec un outil qui s'appelle Nextcloud, par exemple, qui est assez populaire en ce moment. Pas le seul, mais donc ça donne une suite. Ouais, parce que si je me mets à la place mettons, d'un raisonnement business, moi, le premier truc qui me viendrait à l'idée, c'est bon, je ne veux pas payer ma subscription tous les mois, je veux héberger ça chez moi, par exemple Synology ou d'autres. Mais quelque chose d'autre, ça pourrait être aussi, je veux de la pérennité, je veux m'assurer que. En fait, c'est vrai qu'en y pensant un peu plus loin, on voit. Parce que c'est pas immédiat, on se dit, ah ouais, l'open source, c'est sûr, ça va être bon pour moi. Mais en y réfléchissant un peu, on peut voir où les bénéfices long terme ou moyen terme se placent assez vite. C'est-à-dire que toi, en tant que client, là, mettons, tu investis de l'argent dans. Tu passes à Google Drive. Fine, il t'aide et tout, c'est gratuit, etc. À un moment, tu scales, ça devient, ça devient payant parce que tu as besoin de plus d'espace, etc. Les prix, ça peut être par utilisateur, ça peut être, etc. Donc, en fait, finalement, l'argent, tu l'investis là. Si tu vas avoir un acteur local qui te développe une alternative qui est open source et qui, lui, en fait, ce qui te fait payer, c'est de l'hébergement, par exemple. En fait, ton argent que tu dépenses, ça reste au Québec. Tu fais vivre des gens qui développent du savoir, qui sont là, qui entretiennent, et qui potentiellement sont intéressés par le développement open source, qui eux aussi vont aller contribuer à Nextcloud, l'améliorer. Donc, l'argent, tu sais où tu le mets, en fait. Il y a un cercle vertueux qui fait le lien avec la solution d'Orio. Exact. Isabelle, les downsides de Orio, s'il y en a. Mettons, entre AWS et Orio, est-ce qu'il y a un cas où AWS, c'est quand même mieux? Oui, c'est un très bon choix, puis ça va toujours rester un bon choix. Si la souveraineté numérique, c'est pas important pour toi, tu peux rester avec Amazon. Si tu n'as pas le goût de prendre de risques puis de changer ton pipeline, parce que c'est sûr, c'est confortable. Une fois que tu as réussi à tout, parce que c'est quand même des gros setups de pipeline pour être capable d'utiliser les fermes de rendu cloud. Fait que je comprends qu'une fois que tout ça s'est rodé, tu n'as peut-être pas le goût d'essayer autre chose. Par contre, si la souveraineté numérique, c'est important pour toi, si d'être éco-responsable, c'est important pour toi, puis si d'avoir une solution custom, ou est-ce que tu parles avec des vraies personnes, que tu ne parles pas avec un chatbot, puis quelqu'un qui va vraiment vouloir évaluer ton infrastructure puis te suggérer les meilleures solutions, c'est ça qu'on offre. Après ça, si toi, le service qui n'est pas custom te convient, puis il y a aussi une approche par rapport au coût. Tu sais, chez Amazon, tu n'as pas aucun warning de « Ouh, attends, ça va te coûter très cher bientôt ». Tout ça, nous, on fait cet accompagnement-là où est-ce qu'on est capable de dire « c'est ça que ça va coûter », puis tu es capable de l'évaluer même en début de projet. Puis on veut vraiment faire le suivi tout en cours de projet, pas juste à la fin, quand c'est le temps de lancer, tout est rendu 3 semaines avant livraison, puis là, on fait, on va en profiter, on va charger la totale. Non, c'est pas ça. C'est de dire, regarde, nous, on t'accompagne tout au long du projet, on va permettre à tes producteurs de voir venir les coûts qui s'en viennent sur leur projet. Vous faites comme éviter les pièges ou, faire en sorte qu'il n'y ait pas de piège à la fin, alors qu'Amazon serait peut-être plus leur business model. Non, exactement. Et de manière générale, pas sûr de la question là, mais d'après toi, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre des Américains pour l'appliquer au Québec qu'on ne fait pas encore assez bien, où on peut passer? Mais on peut pas comparer la taille du marché et le moteur économique qui est en arrière de ça, la taille finalement des usagers, etc., etc. Là, je pense que d'essayer de faire une compétition directe à tous les niveaux, on va se planter. Il faut choisir qu'est-ce qui est important pour nous, puis à quel endroit on va intervenir. Oui, il y a des alternatives aux grands joueurs, mais en même temps, il y a des prix à payer. En échange de ça, il faut voir où est-ce qu'on les met. Est-ce qu'en bout de ligne, ça pose des limites sur notre capacité à être productif, à avancer sur d'autres choses, etc. etc. On est combien de Québécois là? On est 7 millions? Comparé au mastodonte. C'est pas la même game, on n'a pas les mêmes types de capitaux, il n'y a pas les mêmes types d'informations. Tout l'écosystème est pas comparable. Donc, en fait, il faut se poser la question inverse, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux que les Américains? Et
Je pense qu'Oreo le fait justement. Je pense que c'est aussi de développer cette culture-là de vouloir être indépendant, de vouloir Ouais, être souverain. Je pense que les États-Unis l'ont beaucoup. Ils ont toute cette ouais, fierté-là c'est vrai. qu'on commence juste à développer ici au Québec. Fait que ça serait de développer ça de plus en plus. Puis je pense que c'est là où on s'en va aussi. Ouais, ouais, c'est très bon ça. Ok, ben justement, on peut passer au cercle vertueux pour la partie 4. Le fil rouge de la conversation, c'est que l'écosystème local te rend plus fort, t'aide à te distinguer, notamment par l'expérimentation possible. Parce que ça, c'est quelque chose aussi qui est revenu beaucoup. C'est qu'à Montréal, notamment, c'est une ville qui est connue pour permettre l'expérimentation et qui a bonne réputation aussi à l'international, notamment de toutes les compagnies qui en ressortent. Euh, Toi, Mouna, tu as été, donc, en tant que cofondatrice de Daily, tu es au CA de la SAT, tu as participé à la piscine. Est-ce que c'est un hasard? Il y a un lien dans tout ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu mettre en place volontairement? C'est quoi le fil rouge par rapport à tout ça? Non, je pense qu'on est le fruit de l'environnement dans lequel on évolue, du contexte. Le studio, à la base, on est intéressé à être en réponse à ce qu'il y a autour de nous et en écho à tout ça. Donc, c'est sûr que à un moment donné, j'ai passé quelques années à New York. Mélissa Mangia, ma partenaire, était à Londres. Si on était resté là, on aurait créé d'autres entreprises, on aurait fait d'autres types de projets. Donc, je pense que c'est indéniable que Daily tous les jours est le résultat du contexte dans lequel on est, d'un écosystème avec lequel on travaille. Moi, je crois énormément qu'on est plus fort ensemble que séparément. Ça fait partie aussi de ce qu'on essaie d'exprimer au travers des projets qu'on fait. Qu'on a justement parce qu'on est plus petit, parce qu'on a moins de ressources et moins de moyens, mais qu'on a des grandes ambitions collectivement et qu'on ne peut pas survivre si on travaille juste sur le marché ici. On a besoin de s'allier. Puis, on travaille dans des domaines aussi qui sont très multidisciplinaires. On a besoin de toutes sortes d'expertise. Et à cet égard, on a besoin de pouvoir collaborer, de le savoir le faire. Est-ce que des fois, tu es comme prise avec justement ton envie de contribuer et le rush de la job? Comment tu arrives à balancer ça des fois? Est-ce que ça arrive ou tu gères? Non, c'est sûr que ça arrive. Parfois, on est dans sa bulle et puis on avance et on déconnecte. Et puis, à d'autres moments, on a plus de disponibilité pour être en échange. Mais je pense que la plupart du temps, l'échange est payant. Après, ça reste quelque chose à continuer à travailler. Tu parlais du Sommet XN, donc de l'association qui représente les producteurs et les créateurs de l'industrie du numérique. On a encore du travail à faire pour réfléchir à cette synergie-là. Qu'est-ce qu'elle veut dire réellement et comment on peut mettre en place plus de projets et d'initiatives qui font ce pont. Tu n'es pas juste en train de donner vers l'extérieur, mais ce geste-là d'être vers l'extérieur, il est directement relié avec ce que tu dois accomplir dans ta journée, là. Est-ce que tu as vu des bénéfices directs, notamment avec le recrutement ou On ne pourrait pas faire ce qu'on fait, nous, sans d'autres compétences qu'on va chercher, sans les collaborateurs avec qui on travaille régulièrement, c'est sûr. On ne serait pas 20, on serait 150, là. Ah ouais. J'exagère, mais pas beaucoup. Vous avez vraiment des profils hyper complets par rapport à ce que Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a le core des compétences à l'interne, mais on peut réaliser ce qu'on fait parce qu'on est capable d'aller chercher des compétences complémentaires autour de nous, puis qu'on développe des affinités, des habitudes de travail ensemble. Ça fait un peu écho à l'open source où tu vas chercher des modules, entre guillemets. Bon, là, c'est des humains, c'est pas pareil, mais et ça te permet d'être plus résilient aussi, quoi. Pour l'open source, on peut citer l'exemple de Blender, qui est un gros succès en ce moment là. Je pense enfin pas en ce moment, ça fait longtemps, mais j'en entends parler de plus en plus. Puis il y a des grosses compagnies qui commencent à l'adopter et à entraîner leurs artistes dessus. Ce serait quoi la différence pour quelqu'un qui adopte Blender par rapport à quelqu'un qui continue à utiliser, je sais pas, Maya ou un logiciel propriétaire? Si je me place mettons que je suis un petit studio de VFX qui commence ou de film d'animation. Tu travailles pas chez Blender, mais est-ce que tu pourrais dire pour eux qu'ils comprennent vraiment d'une manière pragmatique, parce qu'il y a quand même souvent
la balance, est-ce qu'on va avec Unreal ou Unity ou est-ce qu'on va avec Blender? Puis j'ai l'impression que la balance est en train de changer un petit peu en ce moment. Donc, est-ce que tu as un avis là-dessus sur... Un avis, je pense que Mouna disait les choses assez bien. Je pense que ça dépend où est-ce que tu veux aller et qu'est-ce que ça va t'apporter. C'est sûr que ça, ces différentes technologies, Unreal, Unity, Blender, vont pas performer de la même façon Ouais. dans différents contextes. Ouais. Donc peut-être que Unity, c'est le bon choix dans certains cas. Je vais mentionner aussi Godot, qui est un moteur, qui est un équivalent d'Unity, mais qui est Ah ouais? open source, un Je peu connais plus pas. léger, là, qui est un moteur de jeu OK. qu'on utilise beaucoup d'ailleurs. Mais c'est ça. C'est quoi la différence entre ces différents outils? Mettons, par exemple, si on prend Unity versus Godot, qui sont quand même assez équivalents, c'est des moteurs de jeu qui permettent de faire des jeux 2D, des jeux 3D, etc. Heu, si tu choisis Unity, OK, il y a déjà, souvent, il y a beaucoup d'assets qui viennent avec. Donc, tu peux rapidement arriver à un résultat, correct parce que Ouais. il y a le happy path là qui a été tout tracé, tout ça, puis Ouais. tu vas voir. Tu vas pouvoir produire quelque chose, rapidement. Sauf que si tu veux faire des choses un peu expérimentales, avec, mettons, tu veux, dis: «C'est pas un jeu vidéo que je veux faire, c'est une installation, immersive». OK, ouais. Ah Ouais. OK, là maintenant, il va falloir peut-être que je veux recevoir des flux vidéo du réseau parce que je fais, de la téléprésence. Peut-être que je vais vouloir, ajouter un système de tracking. Comment est-ce que je reçois les donc là, en fait, ces outils-là sont parfois plus durs à faire interopérer avec d'autres, OK, même ouais. si, au final, on y arrive. Ouais. Mais là, c'est plus difficile que dans les alternatives open source, mettons Godot, où, ça fait partie de l'ADN, de la culture de l'open source de dire, je sais que c'est facile d'écrire un nouveau plugin pour faire quelque chose ou comme ce que tu disais sur les Arduino, une board avec une puce, mais en fait, elle est pas faite pour Une seule chose. ouvrir pour une seule chose, pour ouvrir la porte quand je me mets devant, non, elle est faite Ouais. pour être programmée OK, et donc ouais. tu peux programmer ce que tu veux. Voilà, ça, c'est un peu ça l'affaire. Puis avec Blender en particulier, heu, Blender versus d'autres, il y a le parce que la contribution à l'open source, c'est pas seulement du côté développement, c'est aussi du côté utilisateur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont, il y a une culture en fait avec, Blender. Donc des gens qui vont donner des banques d'assets gratuitement parce qu'ils mettent des licences OK, pour, ouais. des typos, des fontes, des machins et cetera, qui sont de Ouais. très bonne qualité. Ouais. Puis par exemple, ils vont dire: OK, mais il faut quand même que je vende, que je fasse de l'argent. Donc peut-être qu'ils donnent, beaucoup de choses gratuitement, mais si tu veux, des modifications du service ou des fonds plus avancés pour Ouais. là, appelle-moi et puis, je pourrais t'aider et cetera. OK, ouais. Donc il y a aussi spontanément les utilisateurs qui vont alimenter des forums, qui vont donner des trucs, faire des vidéos sur YouTube et cetera. Il y a la Ouais. communauté, en fait, est déjà dans la culture du: «On m'a donné, je redonne». OK, ouais. Tu vois? Et si tu veux plus, on peut, moyennement facture. Ça peut être une manière de faire du bizdev aussi, du coup. Ça peut donner une idée pour certains. Disons que ouais, c'est ça le bizdev. Il y a en fait, ce que tu fais généralement, c'est que tu parles à des gens, quand tu parles à des gens, c'est pas juste des clients, c'est que tu fais Ouais. un échange, tu Ouais, c'est donnes et ça. puis, eux, ils voient un intérêt, tu construis une relation et quelque chose. En fait, c'est généralement, d'ailleurs, même les GAFAM font ça, ils donnent Google donne, accès à Google Drive, Ouais. sauf que, une fois que tu es coincé dedans, tac, là, tu payes. C'est Ouais. ça, mais il y a cette, en fait, je pense que c'est humain tout simplement, c'est pas juste l'open source, on a tous envie de donner parce qu'on reçoit et puis, voilà, mais on a aussi envie de de Ah, de de ça... vivre de son travail, quoi. Donc Ouais. donc effectivement, oui, ça doit être open source. Il y a un moment où, peut-être tu veux pas installer le logiciel, peut-être tu achètes un serveur, peut-être Ouais. tu prends un service pour te faire aider, peut-être tu prends un hébergement, quelque part où tu pourras mettre tes affaires open source, peut-être. Ouais, ouais, mais c'est intéressant parce que même au niveau euh, voilà, le développement d'affaires, c'est un modèle un peu différent du classique, puis ça peut fonctionner. C'est quoi le futur pour Oreo? Ben, Rio, c'est de continuer à développer des centres de données, de trouver d'autres partenariats, d'abord au Québec, des Mhm. bâtisses où est-ce qu'on va continuer à installer nos centres de données pour pouvoir grandir et desservir le plus possible de personnes. Pour l'instant,
On vise surtout l'industrie créative, les studios VFX, animation, tout ça. Mais aussi, on est ouvert à plein d'autres secteurs qui utilisent nos services. Et éventuellement, on regarde pour d'autres places au Canada pour ouvrir plus de centres de données. C'est déjà quelque chose qui est en pourparlers avec Exaion qui nous aide au niveau de l'infrastructure. OK. Fait que ça ressemble à quoi une journée dans la vie d'Isabelle qui développe Oreo? Pour l'instant, c'est beaucoup de brainstorm, c'est beaucoup d'excitement aussi parce que on part quelque chose qui n'existe pas pour OK, l'instant. ouais. Puis on a un petit peu carte blanche, on a beaucoup de créatifs qui sont sur le board. Donc, c'est vraiment de fine-tuner les services qu'on veut offrir, de travailler directement avec nos clients pour recevoir leur feedback aussi sur ce qu'ils ont vraiment besoin. Donc, on est vraiment dans cette étape-là où on design nos services de plus en plus. Puis, on continue à prendre de l'expansion. Nice. Tu voulais parler de la piscine? Ouais, c'est ça. J'ai un petit blanc, une petite chute de sucre là, mais. La piscine, c'est super. La piscine, c'est génial. Nous, on a fait le grand saut. Venez plonger. On a fait quoi? On va faire tous les jeux de mots pourris. Non, attends, on en a fait un où j'ai oublié, c'était le deep dive. Ah oui. On a fait le deep dive avec la piscine en 2019, qui nous a aidé à un moment donné à gérer la croissance du studio, à se professionnaliser et à passer un peu à la prochaine étape. Et ça ressemble à quoi pour ceux qui connaissent pas du tout, la piscine, ça sert à quoi? Piscine, c'est pour apprendre à nager ou perfectionner ses compétences. Pour pas couler. Et aussi, des fois, pour pas couler, même quand tu sais nager. Ouais. Et donc, c'est un accélérateur, pas un incubateur, je pense, un accélérateur, je crois, okay. De projets culturels. Au sens large. Je ne suis pas porte-parole. Je suis utilisatrice à l'occasion. En fait, pendant 1 an ou 2, on a été suivis. Donc, il y avait ce programme-là pour les entreprises déjà en existence. Donc, le studio existait presque depuis 10 ans quand on a embarqué dans ce programme qui était plus intense. On nous a assigné 1 ou plusieurs mentors pour nous soutenir dans une phase de transition. Avec des objectifs pour nous vraiment de professionnalisation et d'expansion de la commercialisation. Ils font aussi jouer leur réseau, j'imagine. Voilà, mon réseau, ça a été un tremplin aussi pour avoir accès à des services financiers, à des services en RH, à des services de soutien légaux. Puis ça a été un beau moment et un bel exercice de réflexion. Bon, dans notre cas, on a fait beaucoup de projets. On était prêts à lancer tout ça au mois de mars 2020, comme beaucoup d'entreprises. Après ça, on a eu un petit détour et les plans ont changé. Ouais. Mais ça reste un joueur intéressant de l'écosystème pour nous, qui est important, qui est en relation aussi avec les gouvernements, qui est capable, d'une autre manière que Exaion Québec, quand même de faire de la représentation pour les entreprises culturelles au sens plus large, okay. qui n'est pas limité aussi au numérique, je pense. Ils ont un champ d'expertise qui est plus grand. Donc là, par exemple, j'enseigne à l'Université Concordia à des étudiants en design et je vais inviter quelqu'un de la piscine à venir présenter le programme parce que c'est aussi des opportunités pour des jeunes entrepreneurs qui commenceraient dans le milieu de la création. Oui, ils sont aussi très ouverts vers ceux qui débutent. Ils ont des entreprises très, très avancées. Je pense à Float4. Mais là, c'est aussi de ça qu'on discute pour le podcast. C'est peut-être le faire en public pour faire venir des étudiants qui voient le lieu, qui voient les programmes qui sont disponibles pour plus tard, peut-être, quand ils veulent se lancer. Ouais, je pense à l'époque, ça s'appelait Plouf, je crois, au début. Ah ouais. Je ne sais plus. Du coup, ils ont revu les noms. Tu le conseilles? Est-ce que tu vois... Oui, c'est sûr, mais comme tu as vu, j'ai dit tantôt, moi, je prends ce qu'il y a, j'explore au moins. Au minimum, de frapper à la porte puis de voir s'il y a quelque chose là. On est quand même, étant donné justement la taille de notre marché puis comment tout fonctionne, même au niveau du développement économique, on a quand même un écosystème qui est soutenu par le gouvernement pour plein de raisons qu'on peut discuter, positives ou pas. Mais d'avoir un organisme comme la piscine, c'est aussi une porte d'entrée pour pouvoir comprendre comment on peut chercher du soutien financier, etc. On n'a pas énormément d'options de philanthropie culturelle, on n'a pas énormément
les banques vont pas facilement financer des projets c'est vrai. en créativité X, Y, Z là, en démarrage. Donc, c'est important d'avoir accès à ces ressources-là, à ces compétences, développer un réseau, etc., au travers d'un organisme comme la piscine. On va aller vers la conclusion. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé que vous vouliez aborder avant qu'on finisse? Ouais, moi, peut-être juste pour revenir encore sur l'open source, en fait, il y a qu'est-ce qui est intéressant en tant qu'utilisateur sur l'open source? Parce que là, on voit les différences, etc., le côté, on va dire, moral. Mais sur le plan purement opérationnel, utiliser des outils open source versus utiliser des systèmes dans le cloud ou quelque chose comme ça, on l'a un peu abordé avec l'IA notamment. Ouais. C'est qu'en fait, à partir du moment où tu vas récupérer tu intègres un outil open source dans ton pipeline de travail ou dans ton système, bah, ça veut dire que tu peux figer sa version, ce qui fait qu'une fois que tu as testé, que tu as fait tous tes tests, et cetera, tu peux dire: Ça bouge pas, je vais juste faire du bug fix ou des mises à jour de sécurité, Ouais. si besoin». Et tech check. Et c'est-à-dire que tu as le contrôle sur ta technologie, Ouais. dans le temps. Tu sais, si tu fais, par exemple, une installation, tu sais qu'elle va tourner pendant 2 ans, si derrière tu as un outil propriétaire qui est connecté à l'internet pour fonctionner, bah, tu peux te retrouver bloqué plus ou moins du jour au lendemain. Tu as le contrôle là sur l'outil qui est là. Donc déjà, tu as le contrôle, tu peux figer sa version, Mhm. mais si dans ton processus de réflexion, de développement de produit, il y a des choses qui changent, tu peux aller dans le code source du logiciel et tu peux le modifier, tu peux rajouter ou enlever les choses qui te dérangent. Il est réparable. C'est Ouais. ça, il est réparable, l'outil. Ça me rappelle un peu les vieilles voitures que tu pouvais réparer toi-même, que maintenant Exactement. tout est électronique, tu dois mettre une Voilà. prise dedans, puis tu ne peux plus rien faire. C'est ça. C'est une belle analogie. Ouais. Et puis donc, donc il est archivable aussi, c'est-à-dire que tu peux dire, bah, cet ordinateur, ce code, etc., je peux le garder. Et puis après, si tu veux le ressortir dans 10 ans, bon, Ouais. tu auras du mal à faire fonctionner parce que les machines auront changé, mais Ouais. tout est là. Tu pourras soit le réparer et l'amener à ce que tu veux, soit comprendre comment c'était construit et le refaire. Donc c'est ça que ça offre et c'est ça que tu peux pas avoir avec en fait des outils qui sont pas open source. Justement, si quelqu'un veut bénéficier de vos services à chacun, comment on fait? Par exemple. Alors, il faut un petit chèque. Ouais. Ou une manette. Non, Admettons qu'ils ont le chèque. Voilà, non, je rigole. Ils nous contactent hello@dailytouslesjours.com. On discute du projet pour de la création, pour des œuvres existantes, pour du catalogue, pour de la consultation. En général, tes clients, c'est des villes, c'est des musées? Ça va être des entreprises privées à l'occasion, promoteurs immobiliers, villes, institutions culturelles, des jardins botaniques, toutes sortes d'organisations ou d'organismes qui ont une relation avec le grand public ou qui sont intéressés à en avoir. Puis, j'allais dire, vous verrez sûrement à Hub, mais j'ai entendu que Hub peut-être n'aura pas lieu l'année prochaine. Donc, on verra. Mais il y a d'autres événements, j'imagine, où vous participez? On est là, on est disponible, on participe à Montréal, puis ailleurs aussi. Ouais. Nicolas? Nous, bah, effectivement, faut nous contacter. On développe pas mal de démonstrations plutôt technologiques. Donc, le mieux, c'est de nous contacter, de venir voir ce qu'on a développé. On a aussi un studio immersif qui est avec des projections sur 4 murs Un beau terrain de et jeu. le sol. Ouais, c'est ça, avec une belle hauteur aussi de projection qui permet de tester des choses. Et puis, bah, voilà, généralement, en fait, nos clients, souvent, c'est des gens qui veulent faire de la création. Ouais. Et nous, on vient aider sur le côté technologique. Donc, soit à monter le système technologique, soit en faire un morceau, soit purement de la consultation sur différentes choses. Et puis, bah, c'est ça, on a une offre de produits qui est basée sur des serveurs qui installent des logiciels open source. On a une gamme de serveurs qui sont des serveurs légers, donc qui font assez peu de consommation électrique et qui donc sont vous pouvez optimisés. héberger vous-même les choses aussi. C'est ça. En fait, c'est des dispositifs de suivi pour sonore et visuel. Donc, il y a le système de caméra, et puis il y a
petit ordinateur. Et donc, on optimise pour réduire l'empreinte matérielle. Donc, on n'a pas des gros serveurs qui font des kilos. Donc, on a des petits serveurs et puis c'est optimisé et puis ça discute avec. Les types de clients Alors, les types habituels. de clients, c'est ça, c'est des créateurs, créatrices qui vont développer des installations comme par exemple Daily tous les jours. Ouais. Ça peut être des gens qui sont plus du côté artistique, qui veulent développer des expériences de danse, de théâtre, Ok. etc. Ouais. Ça peut être aussi certains diffuseurs qui veulent créer une expérience pour mettre en valeur leurs lieux, leurs archives, etc. Donc, comme par exemple Oasis, avec qui on a travaillé, ou Ouais. l'ONF, avec qui on travaille en ce moment. Ok. Et votre site, c'est lab148.ca. lab148.ca. Ouais. C'est le meilleur endroit pour vous joindre. C'est ça, par courriel Ça marche. ou par téléphone. Excellent. Isabelle? Ouais, en fait, sur notre site, Orio Cloud, vous pouvez rentrer en contact avec nous. On va premièrement avoir une rencontre pour définir les besoins qui sont vraiment applicables, custom, et on va en arriver avec designer les machines précises qu'on compte utiliser pour venir à bout d'un certain projet ou d'une demande et en arriver avec une évaluation de coût. Encore là, ce qu'on regarde, c'est plus des compagnies pour l'instant que des particuliers. Ok. Parce qu'on a vraiment beaucoup de storage, d'espace de rendu et tout ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, studio VFX, studio d'animation ou quelque sorte de studio créatif qui ont des besoins en storage ou en rendu ou en virtual machine. Ah ouais, ok, ouais. Puis, avant qu'on se quitte, j'ai une question pour vous, en tout cas pour les auditeurs. Est-ce que vous voyez quelque chose dans votre vie, une idée business qui manque, qui est liée ou pas à la créativité, que vous dites, ah, si une personne ferait ça, j'achète tout de suite? En fait, je vais y aller avec mon expérience en VFX, où est-ce qu'on avait des besoins de ressources qui fluctuent énormément en cours de projet et des horaires qui fluctuent énormément en cours de projet, qui mettent une énorme pression sur les studios VFX. Et s'il y avait un outil, et je suis sûre que maintenant avec l'AI, on va y arriver, un outil qui permet de remanier ces horaires-là, parce que quand on parle du VFX, on peut parler de 10-12 spécialités qui s'enchaînent l'une en arrière de l'autre, un peu comme en construction. C'est comme ça, fait que c'est pas straightforward quand il y a un changement d'horaire qui se passe sur 500 shots en même temps, avec 12 spécialités différentes par shot, 8000 tâches à gérer. Ça devient comme un peu physiquement impossible pour un gestionnaire de projet de faire ces changements-là. Donc, s'il y avait un outil qui était capable de comprendre toutes ces interdépendances-là entre les tâches, les personnes, le nombre de temps, et qui était capable de nous aider à remanier ça de façon magique. Tout en prenant en compte les skills et les compétences des artistes. Exactement, la seniorité et tout ça. Ça serait assez génial. Bon, un bon entendeur. Moi, je suis pas mal frustré par la manière dont on reçoit la musique qui est produite par les artistes de musique. Ah oui. Donc, je sais qu'il y a des alternatives aux plateformes de streaming, genre Bandcamp, qui offre des... Mais donc, ok, Bandcamp, mais globalement, des artistes, c'est comme on dirait qu'ils choisissent leur truc. Soit ils sont obligés d'aller dans c'est ça. des plateformes de streaming et puis. Ils dévaluent un peu je trouve ça difficile d'avoir accès à la musique des gens de Montréal, des gens de quelque chose de culturel et pas une espèce de musique de culture globale et mondiale. Ouais, de noyer dans la moyenne. C'est vrai que j'ai essayé de faire ça avec Bandcamp, notamment tu peux filtrer par ville. C'est assez cool. Mais après, c'est un peu moins bien géré que les autres plateformes. Du coup, je perds un peu l'intérêt au fur et à mesure. Mais quelque chose
qui serait... Mais c'est ça, en fait, tu donnes ton argent à un système, mais tu sais pas à qui ça. Ouais, qui est peut-être une Parce que si connexion. c'est le nombre de vues, par exemple, ok, peut-être j'écoute 200 fois Madonna dans la journée parce que j'étais amoureux d'elle quand j'étais adolescent, genre. mais peut-être que je préférais que mon argent il aille dans un petit groupe du Québec et puis que. C'est ça. C'est pas parce que j'écoute plus qu'eux. Puis, donc, je sais pas, il y a un modèle là de découvrabilité, de répartition de l'argent que moi je paye en tant qu'auditeur vers les artistes, dans la musique en particulier, que je trouve vraiment. Il y a quelque chose qui manque. Tu m'as donné une idée. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est un réseau qui fonctionne. J'ai vu des prototypes de ça, ça a l'air génial. C'est des réseaux qui fonctionnent juste avec le Bluetooth ou le Wi-Fi, mais c'est des réseaux qui se créent sans de voisin à voisin. Donc ça, c'est pour le support physique. Mais après, que tu aies aussi des infos que tu peux échanger localement. Mettons, à un moment, j'avais l'idée de faire une plateforme où tu peux emprunter, je sais pas moi, un objet qui coûte cher, qu'un voisin a, qui stocke, mais qui l'utilise jamais. Puis que ce soit mis en commun, mais à l'échelle vraiment locale. Et souvent, les outils, je ne sais pas pourquoi, ils vont vers le global, le général, et tu perds un petit peu le côté je pourrais interagir avec mes voisins, connaître leur nom, je ne sais pas moi, un truc comme ça. Ça pourrait être cool. C'est vrai, je pense qu'on a parlé de Microsoft tout à l'heure, mais d'être capable d'avoir des alternatives naturelles pour des grosses plateformes d'échange. Pourquoi on est obligé... Moi, je suis encore sur Facebook juste à cause de l'école et des voisins, quoi. Et je comprends pas qu'est-ce qu'on fait là. Ouais, parce que t'es noyé dans la masse un petit peu, alors que tu pourrais avoir ton petit nid douillet. Oui, et puis on aimerait bien décrocher de ces plateformes. On n'a pas besoin outre mesure, à part pour des choses très spécifiques, mais qui restent importantes. Alors, on reste là. C'est parfait. On a couvert pas mal de choses, mais c'est vrai qu'on a pu tisser des liens déjà entre vos 3 philosophies, vos 3 produits, si je peux dire ça comme ça. Puis, moi, j'ai appris beaucoup. Et je pense que les gens qui écoutent aussi. Donc, merci pour votre participation. Merci pour l'invitation. Puis, c'est ça. Ouais, j'ai pas de mot de la fin. On fait comme à la télé, tu parles la musique et nous... Ouais, c'est ça. C'est ça, on fait semblant de rire. Ouais.